Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver en cette nouvelle année pour un nouveau tutoriel de modélisation financière qui va porter sur l'entreprise Laurent Perrier. Dans cette vidéo, nous allons aller plus loin que lors de la précédente. Souvenez-vous, pour ceux qui ont suivi le précédent tutoriel posté sur cette chaîne, le but était principalement de connecter les trois états financiers, donc d'apprendre à connecter les trois états financiers. La quasi-totalité des hypothèses nous avait été fournie et nous devions simplement apprendre à connecter les trois états financiers. Aujourd'hui, ça va être différent, nous allons aller plus loin, nous allons faire un cas de modélisation financière complet. Nous allons apprendre à collecter les informations de l'entreprise, à déterminer nous-mêmes nos hypothèses et ensuite à construire le modèle financier pour répondre à une question pratique. Car le but de la modélisation financière n'est pas de construire des modèles financiers juste pour construire des modèles financiers, mais c'est bien de répondre à des questions sur le business, à des questions pratiques. Ici, je vous présente brièvement le modèle que nous allons construire ensemble. Je vais le dérouler. Voilà, vous voyez toutes les sections du modèle. Nous avons les hypothèses générales, les indicateurs clés des états financiers qui contiennent toutes les hypothèses que nous allons déterminer ensemble. Ensuite, nous avons les états financiers à proprement parler, donc le compte de résultat, le bilan, ainsi que le tableau de flux de trésorerie. Autre chose, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de s'exercer à faire de la modélisation financière en utilisant les données des entreprises réelles, plutôt que d'utiliser des modèles qui contiennent des données virtuelles. Donc, sur cette chaîne, c'est ce que je ferai. Donc la quasi-totalité des tutoriels que je posterai sur cette chaîne seront basés sur des entreprises réelles. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant et qu'on apprend beaucoup plus de cette façon. Voici à présent ce que vous allez apprendre à la fin de cette vidéo: à collecter les données financières de l'entreprise à partir des sources disponibles en ligne, à définir les hypothèses de projection en s'appuyant sur les informations accessibles, à créer un modèle intégrant les trois états financiers pour Laurent Perrier et à analyser et interpréter les résultats issus du modèle. À présent, nous allons voir le plan de ce tutoriel. La première partie va porter sur la présentation de l'étude de cas. La deuxième partie sur la collecte des états financiers et l'identification des sections prioritaires. La troisième partie sur la consolidation et la simplification des états financiers. En 4, nous verrons les projections du compte de résultat. En 5, les projections des actifs et passifs opérationnels du bilan. En 6, nous verrons les projections du tableau de flux de trésorerie. En 7, nous verrons la finalisation du bilan et la connexion des états financiers. En 8, nous verrons comment projeter les dettes financières. Ensuite, pour terminer, nous verrons les vérifications importantes à regarder une fois le modèle construit et nous allons répondre à la question du cas pratique. Voici à présent le cas pratique que nous allons faire ensemble. Donc, on dit ceci: vous êtes sur le point de passer un entretien pour un stage dans une banque d'investissement de renom. Dans le cadre du processus de recrutement, il vous est demandé d'élaborer un modèle financier intégrant les trois états financiers pour Laurent Perrier, une maison mondialement reconnue pour son expertise et son savoir-faire dans l'élaboration de champagne d'exception. Votre mission consiste à compléter le modèle Excel fourni en établissant les hypothèses nécessaires et en construisant les liens entre le compte de résultat, le bilan et le tableau de flux de trésorerie. Aucune directive spécifique n'est donnée quant aux hypothèses ou aux tendances à intégrer. Vous devrez donc faire preuve de discernement en vous appuyant sur les données historiques disponibles et votre analyse critique. Une fois le modèle finalisé, répondez à la question suivante. Au regard des résultats obtenus, Laurent Perrier sera-t-il en mesure de rembourser ses dettes financières au cours des 5 prochains exercices en s'appuyant sur ses flux de trésorerie disponibles? La durée de l'exercice est fixée à 1h45 minutes. Voici donc le cas pratique que nous allons faire ensemble. Nous allons essayer de respecter cette contrainte de temps. Donc nous allons faire assez vite quand même. Si vous êtes débutant en modélisation financière, je vous recommande vivement d'aller regarder le précédent tutoriel que j'ai posté sur cette chaîne. Ça vous permettra vraiment de comprendre les interactions entre les états financiers. C'est parti pour ce cas pratique. Pour pouvoir construire notre modèle, il nous faut d'abord collecter les données financières de l'entreprise. C'est ce que nous allons à présent faire. Donc je vais vous donner 3 astuces pour ce processus. Astuce numéro 1. Effectuez une recherche Google en utilisant le nom de l'entreprise à analyser suivi des termes investisseurs ou document d'enregistrement universel. C'est ce que nous allons faire. Ensuite, ne vous laissez pas intimider par la quantité d'informations dans les rapports annuels. Concentrez-vous sur les sections dédiées à la présentation générale de l'entreprise ou du groupe, son marché et les états financiers en eux-mêmes.
ainsi que les notes annexes. Astuce 3. Consultez également sur le site internet de l'entreprise la version la plus récente du document intitulé Présentation aux investisseurs ou Investors Presentation en anglais, qui contient souvent des informations clés absentes du document d'enregistrement universel. Concernant Laurent Perrier, je ne l'ai pas fait parce que j'ai constaté que dans leur document d'enregistrement universel, il y avait suffisamment d'informations pour construire le modèle. Donc je n'ai pas cherché à télécharger la présentation aux investisseurs. En fait, j'ai regardé la présentation aux investisseurs de l'entreprise, mais les informations étaient identiques, donc je ne l'ai pas téléchargé le fichier au fait. À présent, nous allons collecter les données de Laurent Perrier. Comme je vous l'ai dit précédemment, ce que vous pouvez simplement faire, c'est taper le nom de l'entreprise suivi du mot investisseur. Bon, voilà, Laurent Perrier, investisseur. Il me l'a proposé parce que j'avais déjà fait cette recherche. Vous voyez ici, le premier lien, on arrive sur le site de Laurent Perrier. Je vais aller sur le site. Ensuite, ici, j'ai le menu Accueil, Groupe Laurent Perrier, Actionnaire, Publication. Vous allez aller dans Publication et vous allez aller dans Informations réglementées. Donc, vous allez cliquer ici. Ensuite, on vous demande de sélectionner un exercice. Là, on est dans l'exercice 2024-2025. Au fait, Laurent Perrier clôture ses exercices au 31 mars de l'année. Donc 2024-2025, c'est l'exercice en cours. Nous n'allons pas prendre cet exercice car il est en cours, donc le document d'enregistrement universel n'est pas disponible pour cet exercice. Quand je parle de document d'enregistrement universel, c'est le terme en fait pour le rapport annuel. C'est le terme qui est utilisé pour rapport annuel. Vous allez plutôt prendre 2023-2024, ça c'est l'exercice le plus récent. 2023-2024, vous allez cliquer sur Appliquer. Et ensuite, vous voyez le premier lien ici, document d'enregistrement universel. Vous allez cliquer dessus, il va s'ouvrir et vous allez l'enregistrer quelque part sur votre PC. Vous allez créer un dossier, vous allez enregistrer le document d'enregistrement universel de l'exercice 2023-2024 et vous allez faire la même chose pour les deux exercices précédents. Donc vous allez venir ici, 2022-2023, appliquer, et vous allez faire la même chose. Vous allez ouvrir et vous allez enregistrer. Voilà comment ça se passe pour collecter les données de l'entreprise. À présent, nous allons attaquer la partie 3 de notre plan, qui consiste à consolider et simplifier les états financiers avant de commencer les projections. Pour ce faire, je vais vous partager quelques astuces. En 1, regroupez autant que possible les petites lignes pour éviter de perdre du temps sur les projections ultérieures. En 2, dans le bilan, ne dépassez pas 10 postes de chaque côté, sous peine de compliquer inutilement les projections. En effet, vraiment veillez à ne pas dépasser 10 postes au niveau de l'actif et 10 postes au niveau du passif. Car plus vous aurez des postes dans votre bilan, plus vos projections seront compliquées à réaliser. Et en 3, nous allons également consolider quelques postes dans la section investissement du tableau de flux et dans la section financement. Nous le verrons en pratique sur Excel. Et surtout, très important, regardez le dernier paragraphe en gras ici, vérifiez la correspondance entre chaque poste du bilan et le tableau de flux de trésorerie avant de commencer les projections. Si un poste du bilan n'a pas d'équivalent dans le tableau de flux de trésorerie, regroupez-le avec un poste qui en a un. À présent, je vais vous demander d'ouvrir le fichier Excel qui va nous servir de template pour notre modèle financier. Voici comment il se présente. Donc, on a quelques données qui nous sont déjà fournies, les états financiers qui sont déjà renseignés. Je précise pour le compte de résultats que j'ai déjà fait quelques retraitements. Par exemple, vous voyez ici le chiffre d'affaires, je l'ai décomposé en vente de champagne et produits intermédiaires et prestations industrielles. Lorsque vous regardez les états financiers de Laurent Perrier, ici le chiffre d'affaires était en une seule ligne. Moi, ce que j'ai fait, je suis allé regarder dans les annexes, regarder le détail du chiffre d'affaires. Vous voyez ici en page 120 que j'ai la décomposition du chiffre d'affaires. Okay, donc en 2023-2024, Laurent Perrier a fait un chiffre d'affaires de 312,54 millions. On a la répartition du chiffre d'affaires en question. Il y a les ventes de champagne, 303,49 millions. Et ensuite, il y a un autre segment, qui est tout petit, produits intermédiaires et prestations industrielles,
pour 9,04 millions. Voilà. Ce que je veux dire ici, c'est que ayez la liberté de modifier les états financiers. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser tels que présentés par l'entreprise. Donc voilà ce que j'ai fait pour le chiffre d'affaires. Ensuite, j'ai rajouté une ligne ici, croissance du chiffre d'affaires. Coût des ventes, j'ai laissé tel quel. Ensuite, les charges opérationnelles ici, je les ai consolidées en une seule ligne, en un seul poste. Dans les états financiers de Laurent Perrier, elles étaient détaillées. Moi, j'ai préféré les simplifier. Voilà, j'ai additionné toutes les charges qui sont ici. Charges produits d'exploitation, charges commerciales, autres produits opérationnels, autres charges opérationnelles. Voilà. Donc, j'ai consolidé tout ça ici dans charges opérationnelles pour arriver directement au résultat opérationnel. Voilà. Ensuite, je vous laisse comparer les différences qu'il y a ici avec les états financiers de Laurent Perrier pour comprendre un peu les retraitements que j'ai effectués. Concernant le bilan, nous allons le faire ensemble. Nous allons retraiter le bilan ensemble parce que je n'ai rien touché pour l'instant, à l'exception des capitaux propres ici. Vous voyez, dans les états financiers de Laurent Perrier, je recherche le bilan. Ici, les capitaux propres étaient détaillés. Okay. Donc, pour l'instant, tout ce que j'ai fait, c'est juste consolider les capitaux propres du groupe. Le reste, j'ai laissé tel quel. Mais nous allons faire quelques retraitements avant de commencer nos projections. Mais avant de s'attaquer au bilan, ce que je vous recommande de faire, c'est d'abord retraiter le tableau de flux de trésorerie. Une fois qu'on a retraité le tableau de flux de trésorerie, on pourra ensuite retraiter le bilan. Parce que dans la pratique, lorsqu'on fait des projections, c'est le tableau de flux de trésorerie qui permet de projeter le bilan. Donc, il est plus logique de commencer par retraiter le tableau de flux de trésorerie et ensuite de retraiter le bilan. Nous allons donc retraiter le tableau de flux de trésorerie en commençant par la section, flux de trésorerie d'exploitation. Avant de commencer les modifications, je vais copier le sous-total ici et le coller juste en dessous afin de m'assurer à la fin qu'il n'y a pas de différence de valeur. CTRL-C et ensuite je vais coller en valeur. On va utiliser les raccourcis Alt, L, V, G, V. Voilà, je copie en valeur comme ça, lorsque j'aurai terminé mes retraitements ici, je vais vérifier que j'ai bien le même sous-total. Ce que je vais faire, je vais supprimer ça, capacité d'autofinancement après impôt. J'ai pas besoin de ce sous-total ici. Pareil pour la capacité d'autofinancement avant impôt. Voilà, déjà je supprime ça. Ensuite, ici, vous voyez qu'on commence avec le résultat net des sociétés intégrées. Cette ligne correspond ici au compte de résultat, au résultat net qui est en ligne 43. Mais moi, je commence toujours mes tableaux de flux avec la dernière ligne ici. Résultat net attribuable à la société mère. Je préfère commencer tout en bas ici et puis remonter jusqu'au flux de trésorerie d'exploitation. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais modifier au fait le tableau de flux de trésorerie. Plutôt que de commencer par ce résultat net là, je vais le remplacer par le résultat net attribuable à la société mère et je vais faire un lien direct avec le compte de résultat. Donc égal, on fait un lien direct, on copie à droite. Et puisque c'est une formule, je vais le mettre en noir. Plutôt que de le laisser en bleu, je vais le mettre en noir parce que c'est une formule. Ok ? Donc, j'ai modifié déjà le résultat net ici. Et je vais faire des modifications également au niveau des ajustements. Donc, puisque j'ai modifié le résultat net qui était dans le tableau de flux, je vais rajouter les intérêts minoritaires ici. Ne faites pas attention aux accents s'il vous plaît parce que j'utilise un clavier QWERTY, mais je corrigerai toutes ces erreurs dans le fichier final. J'ai donc rajouté une ligne ici pour les intérêts minoritaires et je vais faire un lien direct avec le compte de résultat mais avec un signe négatif. Je répète, si vous êtes débutant en modélisation financière, je vous recommande vivement d'aller regarder le précédent tutoriel que j'ai posté sur cette chaîne où j'explique en détail ce processus. Donc on va mettre égal moins et on va remonter au niveau du compte de résultat et récupérer la valeur des intérêts minoritaires. Et là pareil, je mets en noir parce que c'est une formule. Ok, donc dotation aux amortissements et provisions, on va pas toucher, c'est très bien comme ça. Ensuite là, on a charges et produits sans incidence sur la trésorerie. Je vais juste le renommer en autre élément et puis je vais le déplacer, je vais le mettre en dernier. Voilà. Puisque c'est une section autre élément, je vais le mettre en dernier, c'est plus clair. Voilà. C'est plus ou moins valeur de cession nette d'impôt, je vais laisser comme ça. Ici vous voyez qu'on a charge d'impôt et impôt payé. En fait, la charge d'impôt qui est ici fait référence aux impôts qui sont dans le compte de résultat.
c'est la même chose. Ces impôts-là, ce sont les impôts dus par l'entreprise. Ce qui veut pas dire que l'entreprise a réellement payé ces montants-là. C'est pourquoi vous voyez ici charge d'impôt et impôt payé. Impôt payé, c'est ce que l'entreprise a réellement dépensé. Et impôt et charge d'impôt ici, ce sont les impôts qui apparaissent dans le compte de résultat. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut additionner ces deux postes-là pour avoir juste les impôts différés. Je vais rajouter une ligne. On va mettre plus impôts différés. Et on va faire la somme de ça plus ça. Et je vais copier-coller en valeur pour que ce soit pas une formule ici. CTRL-C, Alt-L, VGV. Puisque j'ai consolidé ces deux postes, je peux les supprimer à présent. CTRL-moi. Voilà. Attention, vous voyez ici le total, la somme n'est pas bonne, donc je vais modifier la formule finale. Voilà, prenons bien tous les éléments. Très bien. Et ensuite, dernier retraitement ici dans la section flux de trésorerie d'exploitation. Plutôt que d'avoir les éléments séparés ici, les éléments de la variation du besoin en fonds de roulement, je préfère mettre une seule ligne. Voilà, je vais tous les consolider dans un seul poste. Donc là, on va mettre plus ou moins. Et je vais appeler variation des actifs et passifs opérationnels. Et donc, je vais faire la somme de tout ce qui est en bas ici. Et je vais copier-coller en valeur. Pour la section investissement, ça va être plus simple. Vous voyez ici qu'on a acquisition d'immobilisation incorporelle et corporelle et on a plus cession d'immobilisation incorporelle et corporelle. Ce que je vais faire, je vais les additionner pour avoir une seule ligne. Voilà, donc on va voir les acquisitions nettes des cessions plutôt que de les avoir séparées comme ça. Donc là, je vais mettre plus ou moins acquisition d'immobilisation incorporelle et corporelle, mais net. Donc c'est net des cessions. Je vais donc additionner les deux postes pour avoir le total. Et pareil, je préfère avoir des valeurs, on va copier, coller en valeur. CTRL-C, Alt-L, VGV. Variation nette des autres immobilisations financières, on va laisser comme ça. Et ensuite, plus ou moins autre flux d'opérations d'investissement, pareil, on touche pas. Pour le financement, on va faire une seule chose ici. Les dividendes mis en paiement au cours de l'exercice. Donc, ce sont les dividendes qui ont été versés aux actionnaires de la société mère. Donc, on va pas toucher. Dividendes versés aux minoritaires, pareil. Hein. J'aime bien faire la distinction entre les deux. Donc, j'aime bien que ce soit séparé comme ça. Vente et rachat d'actions propres, je préfère que ce soit pareil, c'est pareil comme ça, c'est bien comme ça. Mais par contre, on a émission d'emprunt et remboursement d'emprunt. Ce qui nous intéresse quand on fait des projections financières, c'est d'avoir la variation de l'endettement. Donc on va additionner ces deux-là pour avoir une seule ligne. Donc je vais rajouter une ligne que je vais appeler variation de l'endettement. Voilà, ensuite on a incidence des variations de cours de devise, ça bouge pas. Et voilà, on a la trésorerie nette début de période, ok. Variation de trésorerie, on vérifie que c'est bien une formule, c'est ce qui est le cas ici. La variation nette de trésorerie est égale au flux de trésorerie d'exploitation, plus flux d'investissement, plus flux de financement, plus incidence des cours de devise, ok, la formule est correcte, hein, on vérifie. Et ensuite on a la trésorerie en fin de période. Au fait, la trésorerie nette en fin de période ici doit être égale à la trésorerie et équivalent de trésorerie qui apparaît dans le bilan. Pour vérifier l'égalité entre ces deux postes, je vais rajouter une ligne ici que je vais appeler contrôle trésorerie.
La formule, on va faire arrondi. On va calculer la différence entre cette valeur-là et la valeur qui est dans le bilan. Trésorerie et équivalent de trésorerie. Pour vérifier si c'est bien égal à 0. Voilà, on voit qu'on a des différences ici. Alors que ça devrait être égal à 0. Ce qui veut dire que les valeurs ne sont pas identiques dans le tableau de flux trésorerie et dans le bilan. Ce qu'il faut faire lorsque vous construisez vos modèles, c'est plutôt que de laisser des valeurs comme ça entrer en dur, il faut supprimer ces valeurs-là et plutôt faire référence au tableau de flux de trésorerie. Donc, est égal à la trésorerie nette qui est ici. Voilà. Nous voyons maintenant que voilà, la trésorerie est la même dans le tableau de flux et dans le bilan. En ayant remplacé les valeurs de trésorerie qui étaient dans le bilan ici, par les valeurs de trésorerie du tableau de flux, nous constatons à présent que notre bilan n'est plus équilibré, ce qui n'est pas normal. Je vais vous montrer tout à l'heure comment ajuster ça. Nous allons l'ajuster tout à l'heure. Pour l'instant, nous allons continuer notre processus et nous allons revenir là-dessus pour faire des ajustements. À présent, nous allons nous attaquer au bilan pour terminer notre processus de consolidation des états financiers. Et très important, nous allons comparer le bilan et le tableau de flux de trésorerie et nous assurer que chaque poste du bilan a bien un équivalent dans le tableau de flux de trésorerie. Lorsque ce n'est pas le cas, nous allons soit consolider le poste du bilan dans un autre poste ou soit rajouter une ligne dans le tableau de flux de trésorerie. Donc c'est ce que nous allons à présent faire. Je commence ici avec le goodwill. Ok, on regarde le goodwill. On va dans le tableau de flux pour voir si on a un poste équivalent. En regardant, on voit qu'on n'a aucun équivalent. Ce qui veut dire que dans l'état actuel des choses, je n'ai pas la possibilité de projeter le goodwill. Ce que je dois faire, c'est soit je consolide le goodwill avec un autre poste qui a un équivalent dans le tableau de flux, soit je vais rajouter dans le tableau de flux une ligne qui correspond au goodwill. Pour commencer, je vais plutôt rajouter une ligne dans le tableau de flux. Donc, je vais rajouter une ligne ici, plus dépréciation du goodwill. Ok. En rajoutant cette ligne-là, je vais pouvoir projeter le poste goodwill à l'aide de ce poste que je viens de rajouter dans le tableau de flux. Pour les valeurs historiques, je vais simplement mettre des zéros. Ce qui est logique en fait. En effet, le goodwill ne s'est pas déprécié sur la période. Parce que vous voyez bien dans le bilan que sa valeur ne varie pas. Elle est de 26, 26, 26, 26. Donc les dépréciations étaient de 0. Maintenant que nous avons fait ceci, je peux mettre en jaune. Vous voyez, cette ligne goodwill, sera projetée à l'aide de cette ligne-là que je viens de rajouter. Voilà. Ensuite, on va faire pareil pour les autres postes. J'ai immobilisation incorporelle et ensuite j'ai immobilisation corporelle. Première chose à faire, c'est déjà aller regarder dans la section investissement du tableau de flux de trésorerie. Lorsqu'on regarde la section investissement du tableau de flux, on constate que les immobilisations corporelles et incorporelles sont consolidées, elles sont ensemble. Quand vous voyez quelque chose comme ça, le plus simple à faire, c'est de faire la même chose dans le bilan. Puisque ici c'est consolidé, on va faire la même chose dans le bilan. Ok ? Je vais rajouter une ligne que je vais appeler immobilisation incorporelle et corporelle. Qui va être la somme des deux postes. Donc je copie, je colle les valeurs et je supprime les deux autres postes. Ok. Maintenant que j'ai consolidé les IMO corporels avec les IMO incorporels, je vais regarder les postes équivalents dans le tableau de flux de trésorerie. On descend dans le tableau de flux de trésorerie. Alors, on a les dotations nettes aux amortissements et provisions qui font référence aux immobilisations corporelles et incorporelles. Ensuite, on a les plus ou moins values de cession. Ça fait référence aux immobilisations. Et ensuite, on a les acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles. Voilà. Donc, à présent, nous savons déjà comment nous allons projeter ce poste-là. On va faire pareil pour le reste. On a participation dans les entreprises associées
et on a actifs financiers non courants. Vous voyez ici dans la section investissement du tableau de flux de trésorerie que nous avons un seul poste ici qui fait référence aux actifs financiers. C'est variation nette des autres immobilisations financières. Ce que je vais faire, je vais créer un poste ici qu'on va appeler immobilisation financière, qui va être la somme des participations dans les entreprises et associés et les actifs financiers non courants. Ensuite, je peux supprimer ces deux postes-là, car je les ai déjà inclus dans les immobilisations financières. Je tiens à préciser que lorsque vous consolidez des postes comme ça, il faut en rajouter en commentaire, parce que l'utilisateur du modèle doit savoir les retraitements que vous faites. Donc quand c'est comme ça, normalement, vous devez mettre des commentaires et préciser ce qui rentre dans les postes que vous avez modifiés. À présent, ce poste immobilisation financière, je sais comment je veux le projeter. Je vais le projeter ici avec le poste variation nette des autres immobilisations financières. Donc je peux mettre en jaune. Ensuite, nous avons actifs d'impôt différé. On pourrait penser que ce poste peut simplement être projeté à l'aide du poste impôt différé qui est dans le tableau de flux ici. Sauf que j'ai dans mon bilan actif d'impôt différé, mais j'ai également passif d'impôt différé. Donc je ne peux pas utiliser le même poste du tableau de flux pour projeter deux postes différents qui sont dans le bilan. Ce que je vais plutôt faire, le passif d'impôt différé, je veux le projeter à l'aide des impôts différés qui sont dans le tableau de flux ici. Donc je vais réserver les impôts différés du tableau de flux pour le passif d'impôt différé qui est dans le bilan. Qu'est-ce qu'il me reste à faire pour ce poste d'actif impôt différé? Le plus simple, c'est simplement de le consolider avec un autre des trois postes-là. Peu importe lequel. Les valeurs sont tellement minimes, vous voyez 0,81, 0,81, 0,85, que ça n'aura pas d'impact sur les résultats de votre analyse. Ok? On est dans des valeurs inférieures à 1 pour une entreprise qui a un chiffre d'affaires de plus de 300. D'accord? Donc c'est insignifiant. Ne perdez pas de temps pour des postes si petits. Donc ce que nous allons faire dans notre cas ici, nous allons les consolider avec les immobilisations financières. Ok? Je vais modifier le poste immo financière. Bon, là je vais faire la somme du précédent poste et je vais rajouter les impôts différés. Voilà, à présent, je sais comment je vais projeter l'actif d'impôt différé qui était là puisque je l'ai consolidé avec les immobilisations financières, voilà, qui ont déjà leur équivalent ici dans le tableau de flux de trésorerie. Ensuite, nous allons passer aux actifs non courants. Là, ça va aller plus vite. Nous avons les stocks qui vont rentrer dans la variation des actifs et passifs opérationnels. Les créances clients, pareil. Autres actifs, pareil. En fait, les trois postes que je viens de surligner ici vont rentrer dans ce poste-là. Plus ou moins variation des actifs et passifs opérationnels. En fait, on va calculer les variations de ces postes-là et on va faire la somme. On va tous les additionner et ça va s'impacter ici dans le tableau de flux de trésorerie. Ensuite, pour trésorerie et équivalent de trésorerie, comme on a dit précédemment, ce poste fait toujours référence à la dernière ligne du tableau de flux de trésorerie ici. Les capitaux propres, nous allons les garder pour la fin. On va garder les capitaux propres pour la fin. Pour les intérêts minoritaires, regarde dans le tableau de flux de trésorerie. Donc, on a le résultat net des intérêts minoritaires. Et ensuite, on a les dividendes versés aux minoritaires. Voilà. Ensuite, nous avons provision pour risques et charges, dette financière non courante, haute dette financière courante, etc. En général, pareil, en modélisation financière, pour les dettes financières, c'est pas nécessaire de les séparer en non courantes et courantes. En général, on analyse l'endettement total de l'entreprise. Donc, plutôt que d'avoir les dettes financières non courantes et dettes financières courantes, on va juste créer un poste au niveau du passif non courant qu'on va appeler total dette financière ou dette financière totale, comme vous voulez. Donc, on va additionner les dettes financières non courantes et les dettes financières courantes. Donc, on va copier, on va coller en valeur pour pouvoir supprimer les deux autres lignes. Donc, je peux supprimer les dettes financières non courantes et les dettes financières courantes. CTRL-. Les provisions pour risques et charges vont entrer pareil dans la variation des actifs et passifs opérationnels et les autres dettes non courantes également. Je vais simplement consolider provisions pour risques et charges et autres dettes non courantes. Je vais les mettre ensemble.
Donc les autres dettes non courantes, je peux les mettre en jaune déjà, comme je l'ai dit précédemment, parce que je vais les projeter ici dans la variation des actifs et passifs opérationnels. Donc je sais déjà quel est l'équivalent dans le tableau de flux de trésorerie. Pour les totales dettes financières, je peux déjà mettre en jaune aussi, parce que dans le tableau de flux de trésorerie, on a un poste équivalent dans la section financement, variation de l'endettement. Ensuite, nous avons fournisseurs, dettes fiscales et sociales, autres dettes. Pareil, ces postes-là entrent dans la variation des actifs et passifs opérationnels. Ils ont déjà leur équivalent dans le tableau de flux de trésorerie. Donc, on a trouvé les équivalents de tous les postes. Ensuite, nous allons nous attaquer aux capitaux propres. C'est le seul poste qui nous reste ici dans le bilan. La formule de base pour calculer les capitaux propres. Donc, on prend la valeur de l'année précédente à laquelle on rajoute le résultat net. Donc, l'équivalent ici dans le tableau de flux, c'est déjà le résultat net attribuable à la société mère. Je mets en jaune. Ensuite, on retranche les dividendes. Les dividendes ici, je mets en jaune. Et ensuite, les rachats d'actions. Vente ou rachat d'actions, pareil. Donc, c'est ce qui rentre dans les capitaux propres. OK? Ce que vous pouvez faire également, vous voyez qu'il nous reste deux postes ici dans le tableau de flux qui n'ont pas encore été surlignés. Nous avons les autres éléments et nous avons les autres flux liés aux opérations d'investissement. Ah pardon, j'en ai oublié un ici. Nous avons également les incidences des variations de cours et devises. Je peux les mettre en jaune, nous allons simplement les impacter dans les capitaux propres. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que c'est mieux de garder les capitaux propres pour la fin, car vous pouvez également l'utiliser pour inclure les derniers postes qui n'ont pas encore d'équivalent. Voilà. Surtout que les valeurs sont très petites, nous pouvons simplement les impacter dans les capitaux propres. Donc nous avons les autres éléments, nous avons les autres flux liés aux opérations d'investissement, et enfin nous avons les incidences des variations de cours des devises. Voilà, vous voyez bien que tous les postes du bilan ont été surlignés. Donc chaque poste du bilan a son équivalent dans le tableau de flux de trésorerie, ce qui va faciliter nos projections. Dernière chose qui restait à faire, c'est, vous voyez ici que nous avions précédemment constaté que notre bilan était déséquilibré. Lorsque nous avons remplacé les valeurs de trésorerie ici par la valeur qui est dans le tableau de flux de trésorerie. Le problème est que, quand vous avez ce genre de situation, le problème est que la trésorerie nette de fin de période qui est dans le tableau de flux est nette des découverts. Alors que dans le bilan, dans le total d'aide financière, nous avons des découverts qui sont inclus. C'est pourquoi nous avons un déséquilibre ici. Donc ce que vous devez faire, c'est retrancher des dettes financières les montants des découverts. Si vous regardez dans les états financiers de Laurent Perrier, dans le tableau de flux de trésorerie, vous voyez que nous avons des valeurs de découvert ici. Nous devons retrancher ces valeurs de découvert des dettes financières qui sont dans le bilan. Donc pour commencer, ce que je vais faire, je vais rajouter une ligne ici que je vais appeler découvert. Et je veux reporter les valeurs des découverts. Donc ici on a 0,68, là on a 1,1. Et pour l'année 2022, on a 0,50 ici. Donc j'ai ouvert les états financiers de 2022 pour retrouver la valeur. Donc c'est 0,50. 0,50. Ok. Voilà, j'ai donc complété les valeurs des découverts. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les retrancher des dettes financières qui sont dans le bilan. Ok. Parce que la trésorerie qui est dans le tableau de flux est nette des découverts. De la même façon, les dettes financières doivent être nettes des découverts. Donc je vais retirer est égal à la valeur de la dette financière moins la valeur du découvert ici. Vous voyez donc qu'après avoir retranché les valeurs de découvert, que mon bilan est à nouveau équilibré. Et je répète, lorsque vous faites des modifications comme ça, voilà, vous devez rajouter un commentaire net des découverts. Nous n'avons pas mis des commentaires pour les autres postes, mais voilà, je répète que c'est ce qu'il faut faire. Quand vous faites des consolidations, des modifications, il faut mettre des commentaires pour que l'utilisateur du modèle sache ce qui a été modifié. Nous avons donc terminé avec la consolidation de nos états financiers. Nous avons un modèle clean et nous pouvons donc commencer nos projections. Étant donné que nous avons simplifié nos états financiers, nous pouvons à présent commencer avec les projections du compte de résultat. Vous allez constater que Laurent Perrier nous fournit des informations intéressantes qui vont nous servir à projeter le chiffre d'affaires de l'entreprise. Ici, nous n'allons pas utiliser simplement un taux de croissance, non. Lorsque vous avez à disposition des informations intéressantes et suffisantes, plutôt que d'utiliser un simple taux de croissance, faites quelque chose de plus élaboré. Vous allez constater que
nous avons des données du marché pour Laurent Perrier. Donc, nous allons pouvoir analyser le marché du champagne et donc projeter les ventes du marché. Et ensuite, grâce aux données de part de marché de Laurent Perrier, nous pourrons estimer les volumes de vente de Laurent Perrier. Et ensuite, nous allons déterminer les prix unitaires pour pouvoir calculer le chiffre d'affaires. Vous voyez ici dans Excel, dans la section indicateurs des états financiers, que certaines données ont été pré-remplies. Et je vous ai mis également les pages dans lesquelles vous pouvez trouver les informations ici. Par exemple, sur les ventes de champagne de Laurent Perrier, je vous ai précisé que c'est en page 6 du rapport annuel. Nous allons le vérifier tout de suite. Page 6. Vous voyez ici, c'est dans la présentation générale du groupe. On nous dit ici que, sous l'impulsion de Bernard de Nonancourt, le groupe s'est hissé parmi les premiers du groupe, avec près de 10,3 millions de bouteilles de champagne vendues en 2023-2024. Voilà. On nous dit bien que le groupe a vendu 10,3 millions de bouteilles de champagne. Donc, ce sont les informations, voilà, c'est l'information qui a été reportée ici. Et on vous donne également la part du marché. Donc, avec une part de marché estimée à 3,4% environ. Ok. C'est ce qui est là, la part de marché 3,4%. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'aurez pas toujours ce niveau d'information dans les états financiers. Vous aurez même très rarement ce niveau d'information. Lorsque vous n'avez pas d'informations suffisantes pour déterminer le chiffre d'affaires, vous pouvez simplement calculer un taux de variation du chiffre d'affaires et puis faire des estimations de taux de variation futurs et puis projeter votre chiffre d'affaires. Mais puisque nous avons des informations suffisantes, nous allons faire différemment. Nous avons donc les données des ventes de champagne de Laurent Perrier, donc le nombre d'unités que Laurent Perrier vend année après année. Nous avons les parts de marché et nous avons la taille du marché. Ce qui veut dire ici que par exemple, dans l'exercice 2024, les ventes totales du marché étaient de 299 millions d'unités, donc c'est le nombre de bouteilles vendues ici. 299 millions que Laurent Perrier a vendu de son côté 10,3 millions, ce qui correspond à une part de marché de 3,4%. Ok? Donc c'est ce que ça veut dire. Puisque nous avons les données de taille de marché, ce que nous allons faire, c'est que nous allons projeter les ventes futures du marché. Ok? Nous allons déterminer les parts de marché futures de Laurent Perrier, ce qui va ensuite nous permettre de déterminer les unités que Laurent Perrier pourra vendre dans les années à venir. Ok? Donc, nous voyons qu'en 2022, 320 millions de bouteilles ont été vendues, ensuite 325,5, puis 299,0. Ce que nous pouvons déjà faire, c'est calculer un taux de croissance pour voir les évolutions. On voit une hausse de 1,7%, puis une diminution de 8,1%. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous devons faire des projections ici pour les années futures. Lorsque vous construisez vos modèles financiers, ne passez pas trop de temps au départ sur les hypothèses. Faites des hypothèses standards au départ, construisez tout le modèle et puis à la fin, revenez pour affiner vos hypothèses. Donc ce que je veux par exemple faire, c'est pour l'année 2025, proposer une diminution de moins 3%. Ensuite, je vais réduire la diminution, donc moins 1%. Après, je vais prévoir une augmentation. Par exemple, 2,5%. Ensuite, on va diminuer à 2%. Et puis, pour terminer, par exemple, 1,5%. Voilà. Voici donc les hypothèses de base, ok, pour la taille du marché. Une fois que nous avons ces éléments, nous pouvons calculer les ventes futures du marché. On va prendre la valeur de l'année précédente qu'on va multiplier par le taux de croissance. Donc, fois 1 plus la valeur qui est ici. Ensuite, on copie et on colle à droite. CTRL D. Voilà. Donc là, nous avons projeté les ventes futures du marché du champagne. Nous allons faire également des hypothèses pour les parts de marché de Laurent Perrier. Vous voyez qu'en 2022, la part de marché était d'environ 4%, puis 2023 à 3%, et ensuite 2024, 3,4%. Ces informations ont été récupérées dans le rapport annuel, en page 6. Mais pour être un peu plus précis, plutôt que de récupérer la valeur du rapport annuel, je préfère plutôt la calculer ici. Donc pour estimer la part de marché de Laurent Perrier, on va prendre les unités vendues par Laurent Perrier qu'on va diviser par les ventes totales du marché. Ok. Voilà, donc on a donc 4%, 3,6% et ensuite 3,4%. Je vais mettre en noir parce que j'ai remplacé les valeurs par une formule. Voilà, ensuite nous allons faire des projections pour les futures parts de marché de Laurent Perrier. On voit qu'on passe de 4% à 3,6% et à 3,4%. Il y a clairement une diminution. Ce que je vais faire, je vais continuer la tendance
jusqu'à la fin des projections. Donc je vais faire 3,3, 3,2, 3,1, 3. Bon, je vais m'arrêter à 3. Je pense que raisonnablement que Laurent Perrier pourra rester à ces niveaux-là. Ça sera même peut-être un peu plus, mais bon. En tant qu'analyste, je préfère être prudent. Donc je préfère rester à ces niveaux-là. Une fois que nous avons les ventes totales du marché et les parts de marché de Laurent Perrier, nous pouvons calculer les volumes que Laurent Perrier pourra vendre en multipliant les ventes du marché par les parts de marché. Voilà. À présent, nous avons donc les projections des unités de champagne que Laurent Perrier pourra vendre dans les années à venir. Donc on passe de 9,6 millions en 2025 à 9,1 millions en 2029. Ce qui nous manque pour calculer le chiffre d'affaires issu de la vente du champagne, ce sont les prix unitaires. Ici, nous devons rajouter une ligne prix unitaire, estimer les prix unitaires, faire des projections de prix unitaires et ensuite nous pourrons calculer le chiffre d'affaires issu des ventes de champagne. Donc ici, je vais mettre prix moyen unitaire, Laurent Perrier. L'unité, ça va être en euros, donc c'est en euros, pas en millions, ici c'est vraiment en euros. Pour déterminer le prix unitaire, puisque nous avons le chiffre d'affaires et nous avons les quantités vendues, ce qu'on va faire, c'est nous allons prendre le chiffre d'affaires ici dans le compte de résultats, vente de champagne, divisé par les unités vendues, ce qui va nous donner le prix moyen unitaire. Donc on copie-colle à droite, je vais rajouter des décimales et je vais mettre en noir parce que c'est une formule. Voilà, nous avons les évolutions de prix unitaires. Je vais faire des hypothèses à présent pour les années à venir. Je modifie le format ici. On va garder le format nombre, ok, pour les projections. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que les prix unitaires sont en train d'augmenter. On passe de 23 à 25,80, ensuite à 29,47. Donc, pareil ici, je vais continuer la tendance. Je vais continuer la tendance à la hausse. Ce qui est logique, en fait, pour le champagne. Plus une bouteille reste en stock, plus elle prend de la valeur. Donc, le prix augmente. Pour le vin, pour le champagne, plus les éléments restent longtemps en stoc, au fil des temps, au fil des années, la valeur augmente. Donc, c'est ce qu'on observe ici. On observe une hausse des prix. Là, je vais mettre par exemple 31. Je pense que je vais augmenter d'1 euro par an. En fait, je vais continuer la tendance à la hausse, mais moins marquée. Plutôt que d'augmenter de 3 euros par an, je vais augmenter, d'1 euro par an. Là, je vais mettre 32, 33. Je vais même mettre 32,5, 33 et 33,5. Voilà, ce sont mes projections de prix. Ok? À présent, j'ai tous les éléments qu'il me faut pour calculer le prix de vente du champagne. Donc, je viens dans le compte de résultats, est égal à les unités vendues multipliées par le prix de vente unitaire. Et je copie, je colle à droite. Il y a un autre segment d'activité ici que nous devons projeter, produits intermédiaires et prestations industrielles. On aurait pu également calculer un taux de croissance et faire des hypothèses, mais franchement, ce poste est tellement petit qu'il ne mérite pas qu'on perde beaucoup plus de temps là-dessus. Vous voyez, les valeurs sont tellement petites dans le chiffre d'affaires total, ça représente peut-être 1% ou 2% du chiffre d'affaires total. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement une moyenne et projeter la même moyenne jusqu'à la fin des projections. Donc je vais faire la moyenne des 3 dernières années que je vais garder jusqu'à la fin de mes projections. Voilà. Ensuite, on peut calculer le total du chiffre d'affaires. Je vais juste copier-coller la formule à droite pour avoir le chiffre d'affaires total. Maintenant, c'est la première étape importante dans les projections du compte de résultats. Ce que nous pouvons déjà faire, c'est calculer le taux de croissance et voir comment le chiffre d'affaires évolue. Ça nous permettra d'apprécier la pertinence de nos hypothèses, si elles ne sont pas trop surévaluées ou plutôt sous-évaluées. Nous allons comparer au taux de croissance historique et voir comment ceci évolue. CTRL D. Voilà. En 2023, on avait une hausse de 0,7%. Ensuite, en 2024, une hausse de 1,5%. Et là, en 2025, donc là, on est dans la période prévisionnelle, dans nos projections, qui ont été déterminées grâce aux hypothèses que nous venons d'élaborer ensemble. Donc, on a une diminution de 2,1, ensuite 0,9, ensuite une croissance de 0,8, de 0,2, puis de 2,9. C'est peut-être sous-évalué, c'est peut-être trop bas, mais en tant qu'analyste,
Voilà, moi j'aime être prudent, je pense que c'est bien, ça peut être correct, mais bon, dans un premier temps, comme je vous ai dit, on va pas passer beaucoup de temps sur les hypothèses, on détermine des hypothèses de base, on construit le modèle, et à la fin, on reviendra pour faire peut-être des ajustements. Mais dans un premier temps, je pense que c'est correct, on peut rester comme ça. Voici donc pour les projections du chiffre d'affaires. Maintenant que nous avons projeté le chiffre d'affaires, nous pouvons nous attaquer au reste du compte de résultats. Mais avant de continuer, je vais réduire le ruban ici pour avoir une meilleure visibilité au niveau de mon écran. Avec les raccourcis CTRL F1. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Nous allons pouvoir continuer nos projections. Donc ici, dans la section dédiée aux hypothèses du compte de résultats, je vais rajouter plusieurs lignes. Je rappelle le raccourci CTRL espace pour sélectionner, ensuite CTRL SHIFT égal pour ajouter une ligne et j'appuie plusieurs fois sur la touche F4 pour répéter la dernière action. Donc ici, on aura coût des ventes en pourcentage du chiffre d'affaires. Ensuite, charge opérationnelle en pourcentage du chiffre d'affaires. Ensuite, taux d'imposition effectif. Puis, intérêt minoritaire en pourcentage du résultat net. Ici, j'ai uniquement mis les postes pour lesquels je vais déterminer des hypothèses. Vous verrez plus tard qu'il y a certains postes du compte de résultat pour lesquels je vais simplement calculer des moyennes comme j'avais fait ici pour le poste produits intermédiaires et prestations industrielles. Donc pour le coût des ventes en pourcentage du chiffre d'affaires, on va calculer les données historiques. On va prendre coût des ventes rapporté au chiffre d'affaires. Je vais multiplier par 1 parce que sinon ça sera négatif. Pour que ce soit positif, je multiplie par 1. Je vais tout mettre en pourcentage. Le raccourci c'est Alt L S T. Ensuite, les charges opérationnelles en pourcentage du chiffre d'affaires. Donc, on prend les charges opérationnelles qu'on divise par le chiffre d'affaires. J'ai oublié de multiplier par 1 ici pour avoir des valeurs positives. Ensuite, taux d'imposition effectif qui est égal à l'impôt payé, impôt sur le résultat, divisé par le résultat avant impôt. Donc, je multiplie par -1 pour avoir une valeur positive. Et enfin, les intérêts minoritaires. On prend les intérêts minoritaires divisé par le résultat net et on multiplie par -1. Ensuite, je vais copier le format ici pour mes hypothèses. Pour le coût des ventes en pourcentage du chiffre d'affaires, on regarde l'évolution et on détermine des hypothèses pour le futur. Donc ici, on voit qu'on est à 49,2, 43,4, donc diminution, 38,6. On voit qu'il y a une diminution. Donc je vais continuer la tendance, mais peut-être de façon moins marquée. Je pense que je vais mettre 38, 37,5, 37, 36,5 et 36. Voilà. Dans un premier temps, on va commencer comme ça. Pour les charges opérationnelles, ici, on voit qu'elles augmentent. Elles augmentent, donc on va continuer la tendance, on va augmenter les charges. 32, 33, 34, 35, 36. C'est peut-être trop élevé, mais comme j'ai dit précédemment, on construit d'abord le modèle et ensuite on pourra revenir faire des ajustements. Pour le taux d'imposition effectif, on voit qu'il diminue, puis qu'il augmente légèrement. Pour ce type de valeur, le mieux c'est de calculer une moyenne. Et je récupère la même moyenne jusqu'à la fin de mes projections. Je mets en noir parce que c'est une formule. Pour les intérêts minoritaires, pareil, nous allons prendre une moyenne. Donc je vais juste copier la formule qui était là-haut et venir la coller ici. À présent, nous pouvons compléter notre compte de résultat. Pour le coût des ventes est égal à moins chiffre d'affaires multiplié par l'hypothèse ici. Je peux déjà copier les sous-totaux. Pour les charges opérationnelles, on va prendre le chiffre d'affaires multiplié par l'hypothèse là-haut des charges opérationnelles. Pour les produits financiers et le coût de la dette financière brute, on va le faire à la fin du modèle, vraiment après avoir construit tous les 3 états financiers. On va revenir sur ces 2 postes plus tard, je vais le mettre en jaune pour pas l'oublier.
Pour les autres charges financières, les valeurs sont tellement petites, vous pouvez simplement calculer une moyenne. C'est pourquoi je n'avais pas déterminé les hypothèses pour ce poste-là. J'avais prévu calculer simplement une moyenne et récupérer la même moyenne jusqu'à la fin de mes projections. Ne vous prenez pas la tête plus que ça pour ce type de poste. Les valeurs sont tellement insignifiantes qu'elles n'auront pas d'impact sur les résultats de votre analyse. Pour l'impôt sur le résultat, c'est le résultat avant impôt multiplié par le taux d'imposition effectif qui est ici. Je vais multiplier par -1 pour avoir des valeurs négatives. Ensuite, nous avons la quote-part de résultats dans les entreprises associées. Pareil, on va juste prendre la moyenne. Résultat net, je copie-colle la formule pour avoir le sous-total. Et enfin, pour les intérêts minoritaires, on prend le résultat net multiplié par l'hypothèse que nous avons déterminée ici. Je multiplie par -1 pour avoir les valeurs en négatif. Voilà. Nous avons donc complété notre compte de résultat. Il reste encore quelques postes ici à calculer. En dessous du résultat opérationnel, il y a une ligne ici, marge opérationnelle. La marge opérationnelle correspond au résultat opérationnel divisé par le chiffre d'affaires. Il est important de calculer ce ratio car nous devons voir son évolution. Ça nous permet d'apprécier la pertinence de nos hypothèses. On voit que le ratio passe de 25,2 à 27,6 à 30,4. Enfin, il est en train d'augmenter au fil des années. Et là, compte tenu des hypothèses que nous avons déterminées, voici l'évolution, donc 30%, 29,5, 29, 28,5, voilà. Ici, on voit qu'on est à 30 et puis on diminue progressivement. Alors que au cours des années précédentes, il y avait une augmentation. Mais ce n'est pas dérangeant, car je répète, on est analyste, c'est mieux d'être prudent que d'être trop optimiste. Donc, une valeur qui commence à 30 et qui descend progressivement, je pense que c'est correct. Je pense que on va dire que c'est réaliste. Ce qui me rassure assez au sujet de la pertinence de nos hypothèses. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il y a une dernière ligne ici, marge nette. Nous allons la calculer. C'est égal au résultat net rapporté au chiffre d'affaires. Et là, pareil, nous allons voir l'évolution. Voilà, on voit qu'elle était de 16,4, 19, 20,3. Ensuite, ça augmente. Par contre, ici, je vais mettre en jaune parce que vous voyez que notre compte de résultat n'est pas complet. Je vais pour l'instant pas analyser la marge nette puisque nous n'avons pas encore calculé les produits financiers et le coût de la dette financière brute. C'est seulement à la fin que nous allons pouvoir apprécier l'évolution de ce ratio-là. Nous avons donc terminé avec les projections de notre compte de résultat pour l'instant. Il reste à compléter ce qui est en jaune ici. Je récapitule rapidement ce que nous avons fait. Nous avions les données sur les marchés et sur les unités vendues de Laurent Perrier. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons projeté la taille du marché du champagne. Ensuite, nous avons fait des projections de parts de marché de Laurent Perrier, ce qui nous a permis de calculer les unités que Laurent Perrier pourra vendre. Une fois que nous avons estimé les unités, nous avions déterminé les prix moyens unitaires pour les années à venir. Et ensuite, nous avons multiplié les unités vendues par les prix moyens unitaires pour obtenir le chiffre d'affaires issu de la vente de champagne. Pour ce segment-là, qui est tellement petit dans le chiffre d'affaires total, nous avons simplement calculé une moyenne. Et voilà, et nous avons complété le reste du compte de résultat. On se retrouve dans la partie suivante pour les projections du bilan. À présent, nous allons nous attaquer aux projections du bilan. Dans un premier temps, nous allons uniquement projeter les actifs et passifs opérationnels du bilan. Autrement dit, les postes du besoin en fonds de roulement. Ce qui compte réellement, c'est la variation du besoin en fonds de roulement et son impact sur les flux de trésorerie de l'entreprise. En pratique, ces postes peuvent être exprimés en pourcentage du chiffre d'affaires, du coût des ventes, des charges opérationnelles ou dépenses totales, dans une fourchette raisonnable. Veillez simplement à ce que la variation projetée du besoin en fonds de roulement reste cohérente avec les niveaux historiques. Dans la section indicateurs clés des états financiers, je vais donc rajouter plusieurs lignes afin de compléter les hypothèses qui vont nous servir aux projections du bilan. Je vais copier déjà ce qui a été fait précédemment. Je vais le coller ici. Je vais remplacer le compte de résultat par bilan. C'est donc ici que je vais rajouter tous les postes du besoin en fonds de roulement pour lesquels je devrais définir des hypothèses avant de faire les projections. Ce que j'aime bien faire, c'est d'ouvrir une feuille Notepad et copier ici tous les postes que j'aurai à projeter. Donc je vais aller dans le bilan, récupérer tous les actifs et passifs opérationnels. Donc, je vais
projeter les stocks, créances clients, autres actifs. Je vais copier, coller dans mon notepad. Ensuite, je vais prendre les autres dettes non courantes. Et pour terminer, fournisseurs, dettes fiscales et sociales, ainsi que les autres dettes. Voilà, je peux donc tout copier et coller dans la section consacrée au bilan, aux hypothèses du bilan. Tout à l'heure, j'ai souligné que ces postes du besoin fonds de roulement peuvent être projetés soit en fonction du chiffre d'affaires, en fonction des coûts des ventes, des charges opérationnelles, etc. Pour faire simple, ces postes peuvent être projetés grâce à un poste du compte de résultat. Ici, nous allons uniquement utiliser le chiffre d'affaires. Quand vous ne savez pas comment procéder pour ces postes, utilisez simplement le chiffre d'affaires, ça fonctionne très bien. Il y a d'autres façons de faire, mais ici, nous allons simplement utiliser le chiffre d'affaires. Donc, je vais mettre tous ces postes en pourcentage du chiffre d'affaires. Je vais donc calculer les valeurs historiques et ensuite faire des projections. On prend la valeur des stocks du bilan qu'on va rapporter au chiffre d'affaires. Stocké en cours, divisé par le chiffre d'affaires. Puisque tous les postes sont en fonction du chiffre d'affaires, ce que je peux faire, c'est prendre le chiffre d'affaires et appuyer sur la touche F4 deux fois. De cette façon, je pourrais copier-coller la formule en bas tout en restant au niveau de la ligne chiffre d'affaires. On va tout mettre en pourcentage et ensuite je vais juste copier la formule. Alt L, VG et ensuite formule ici. C'est le raccourci pour copier les formules. Donc pour vérifier que je fais bien référence au bon poste, plutôt que de vérifier chaque cellule, il suffit de juste aller en diagonale ici. Donc je vais venir ici dans la cellule F35, appuyer sur la touche F2 et voir à quelle cellule cette formule fait référence. Nous voyons ici que dans le bilan, nous prenons bien la valeur des autres actifs que nous rapportons au chiffre d'affaires. C'est bien ce que je voulais faire ici. Donc ma formule est bonne, je peux continuer pour les autres postes. Pour les autres dettes non courantes, je vais prendre la valeur qui est dans le bilan, autres dettes non courantes, que je vais rapporter au chiffre d'affaires. Et ensuite pour les trois derniers postes, donc fournisseurs, je vais aller dans le bilan, fournisseurs, ok, qu'on va diviser par chiffre d'affaires. Et là pareil, je vais appuyer deux fois sur la touche F4 pour rester sur la ligne chiffre d'affaires lorsque je vais copier-coller les formules. Je viens en diagonale ici pour vérifier à quelle cellule cette formule fait référence. Au niveau des autres dettes, je veux bien vérifier que je prends les autres dettes divisées par le chiffre d'affaires. Je regarde ici au niveau du bilan, on voit que cette formule fait bien référence ici aux autres dettes qui sont divisées par le chiffre d'affaires. Donc ma formule est correcte. À présent que j'ai déterminé les valeurs historiques, je vais faire les projections pour les hypothèses. Je vais copier le format ici et venir coller ici. Alors, concernant les stocks et en cours, on voit qu'il y a une augmentation. Pour mes hypothèses, je vais continuer la tendance, on va continuer à augmenter. Donc ici, je vais mettre 220, ensuite 230, 235, 245, 255. Voilà, j'augmente de 10% à chaque fois. On va garder ça pour les hypothèses de base. Pour les créances clients, on voit qu'il y a une diminution en deuxième année, puis une augmentation. Lorsque je regarde la moyenne ici, elle est de 12,3%. Dans ce cas, ce qu'on peut faire, c'est on va commencer au niveau de la première année des projections. On va commencer avec une moyenne qui est proche de la dernière année historique et on va se rapprocher de la moyenne historique. Donc, je vais partir d'une moyenne qui est assez proche de 13,4 et je vais descendre petit à petit jusqu'à arriver à la moyenne historique qui est de 12,3%. Donc là, par exemple, je vais mettre 13,6, ensuite 13,3, 12,7 par exemple, 12,5
et 12,3. Ok, je pense que ça devrait aller. Pour le dernier poste, autre actif, on a 5,1, 6,1, 6. Ici, je pense que la meilleure solution est de faire simplement une moyenne et de garder cette moyenne pour l'ensemble des projections. Ensuite, je vais mettre ça en noir parce que ce sont des formules. Voilà. Pour les autres dettes non courantes, on voit qu'il y a une diminution en deuxième année, puis une augmentation en troisième année. Ici également, je pense que la meilleure solution est de faire une moyenne. Donc, je vais copier-coller ce que j'ai déjà fait ici. Copier-coller la formule pour avoir directement la moyenne. Pour les fournisseurs, nous voyons qu'il y a une augmentation. 24,7%, 31,8%, 32,2%. Je vais continuer l'augmentation, mais de façon peut-être moins marquée. 31,8, 32,2. Je vais par exemple mettre ici 32,4, ensuite 32,7, 33, 33,2 et enfin 34. Pour les dettes fiscales et sociales, on voit que les chiffres sont quasi identiques. Je pense que la solution est simplement de faire une moyenne ici. Je vais copier-coller la formule pour avoir la moyenne. Et enfin, pour terminer, nous avons les autres dettes en pourcentage du chiffre d'affaires. On voit qu'elles passent de 0,8, 0,9, 1,5. Elles sont en augmentation. Je vais continuer la tendance, mais de manière un peu moins marquée. Je vais augmenter légèrement petit à petit. Peut-être de 0,1%, quelque chose comme ça. Là, je vais mettre 1,6, ensuite 1,7, 1,8, 1,9 et 2. Oups, et 2. Voici donc mes hypothèses concernant les postes du besoin fonds de roulement. Nous allons pouvoir faire les projections de ces postes-là au niveau du bilan. On va commencer par les stocks. Donc la formule est la suivante, est égale à chiffre d'affaires multiplié par l'hypothèse que nous avons déterminée ici. Je copie-colle à droite. Ensuite, pour les créances clients, c'est le même principe. On prend le chiffre d'affaires qu'on multiplie par l'hypothèse qui a été déterminée. Ensuite, nous avons les autres actifs. Chiffre d'affaires multiplié par l'hypothèse retenue ici. Là, nous avons les autres dettes non courantes. On prend le chiffre d'affaires qu'on multiplie par le pourcentage des autres dettes non courantes. Voilà, il est là. Et là, nous avons les fournisseurs. Puisque les trois derniers postes se suivent, je vais prendre le chiffre d'affaires et je vais appuyer sur la touche F4 deux fois. Donc, chiffre d'affaires multiplié par pourcentage ici des dettes fournisseurs. CTRL C, et je vais copier uniquement les formules. Alt, L, V, G, et ensuite formule ici. C'est le raccourci pour copier-coller uniquement les formules. Et pareil, pour vérifier la cohérence de cette formule, on vient en diagonale ici, juste là, dans la cellule K101, on appuie sur F2, et on regarde à quelle cellule cette formule fait référence. Moi, ce que je veux, c'est que ça multiplie le chiffre d'affaires par le pourcentage des autres dettes. Donc là, nous avons bien le chiffre d'affaires ici, multiplié par les autres dettes. Donc ma formule est correcte. Souvenez-vous ici, dans la présentation PDF, nous avions dit que ce qui compte réellement, c'est la variation du besoin en fonds de roulement et son impact sur les flux de trésorerie. Donc ce qui est important ici, c'est pas tant les valeurs individuelles de chaque poste. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons calculer la variation de ces postes-là, ici au niveau du tableau de flux de trésorerie, et analyser la variation par rapport aux données historiques. Ici, vous voyez, en 2022, 2023, 2024, les valeurs que nous avions ici au niveau de la variation des actifs et passifs opérationnels. En 2022, la valeur était positive de 16,97 millions, ensuite une valeur négative de 1,52, puis une valeur négative de 62,91 millions. Quand vous voyez des chiffres comme ça, puisque les deux dernières années sont négatives, moi ce que je veux voir ici pour les projections, ce sont des valeurs également négatives. Peut-être pas autant négatives que la dernière année, mais ce qui est sûr, c'est que pour être prudent ici, nous devons projeter des valeurs négatives. Peut-être entre 20 millions, 30 millions, peut-être 40 millions, quelque chose comme ça. On va dire entre moins 20 millions et 40 millions. Donc nous allons calculer les variations des postes du bilan que nous venons de projeter et nous allons analyser les résultats ici. La formule est la suivante, est égale à, on remonte au niveau du bilan. On va faire la somme des stocks, des créances et des autres actifs. Donc on prend les valeurs de l'année précédente, moins la somme
des valeurs de l'année actuelle. Ok. Ensuite, on fait plus. On va faire la même chose pour les postes de l'actif. Ici, nous avons plus de postes de l'actif. Donc, nous passons au niveau du passif. Au passif, c'est le contraire. On va prendre la valeur de l'année actuelle moins la valeur de l'année précédente. Ensuite, plus. Nous allons faire la même chose au niveau des 3 derniers postes ici, du BFR. Donc, nous allons faire somme des valeurs de l'année actuelle moins la somme des valeurs de l'année précédente. Voilà, c'est de cette façon qu'on calcule la variation du besoin en fonds de roulement. Au niveau de l'actif, on prend les valeurs de l'année précédente moins les valeurs de l'année actuelle. Et au niveau du passif, on prend la valeur de l'année actuelle moins les valeurs de l'année précédente. Voici les résultats. Voilà. Donc nous avons calculé la variation des actifs et passifs opérationnels. Ce que j'avais dit précédemment, c'est que compte tenu des valeurs historiques, ce que j'aimerais voir ici pour les projections, ce sont des valeurs négatives, entre 20 et 40 millions. Ici, je vois que la première année, on a moins 31 millions, 54, moins 23 millions, moins 17, moins 30. Je pense que moi, ça me convient. C'est ce type de valeur que j'aurais souhaité voir. Ce que j'aurais pas souhaité voir, c'est des valeurs positives ici. Par exemple, je sais pas moi, 20 millions, 50 millions, voilà. Ce qu'on veut voir ici, compte tenu des valeurs historiques, ce sont des valeurs négatives, un peu moins élevées que la dernière année, mais en tout cas des valeurs négatives. Ce qui me rassure au sujet de la pertinence des projections ici qui ont été faites au niveau du bilan. Nous sommes à présent arrivés aux projections du tableau de flux de trésorerie. Pour la plupart des postes, exprimez-les en pourcentage simple du chiffre d'affaires ou laissez-les vides pour l'instant en attendant les informations complémentaires. C'est ce que nous allons faire par exemple pour les dettes financières et les rachats d'actions. Pour le résultat net et les intérêts minoritaires, nous allons simplement établir un lien direct avec le compte de résultat. Et pour les postes très peu significatifs, donc de très petite valeur, nous allons simplement calculer une moyenne historique. Je suis donc à présent dans le tableau de flux de trésorerie, comme j'ai précédemment dit, pour le résultat net et les intérêts minoritaires. J'avais déjà introduit la formule ici, je vais copier-coller vers la droite. Ce sont des liens directs avec le compte de résultat. Je vais à présent copier-coller dans le notepad les postes pour lesquels j'aurai des hypothèses à déterminer. Donc dotation aux amortissements, dépréciation du goodwill, plus ou moins value de cession. Bon, pour les impôts différés, je vais juste faire une moyenne. Autre élément pareil, je vais calculer une moyenne. Au niveau du cycle d'investissement, je vais tout projeter ici. Je vais définir des hypothèses pour les 3 postes là, je vais copier, coller dans le notepad. Au niveau du financement pareil, je vais tout copier, coller dans le notepad. Et enfin, nous avons les incidences des variations de cours de devise. Je vais copier, coller dans le notepad. Avant de copier ces informations dans le fichier Excel, je vais rajouter une section consacrée aux hypothèses du tableau de flux. Je vais donc rajouter plusieurs lignes ici. Je vais copier ici cette en-tête, la coller et remplacer bilan par tableau de flux de trésorerie. Je peux ensuite copier, coller tous les éléments que j'avais introduits ici dans mon notepad. Je vais mettre les pourcentages ici. Sauf pour le goodwill, ce sera pas en pourcentage, ça sera en millions. Il y en a d'autres. Rachat d'actions, ça sera en millions. Pareil pour la variation de l'endettement. Je vais également enlever tous les signes plus et moins là, plus et moins qui sont juste avant les phrases. Pour le faire assez rapidement, je vais utiliser la fonction recherche, remplacer. Donc CTRL F, remplacer. On va remplacer par rien, remplacer tout. On va faire la même chose pour le signe négatif. On va remplacer par rien. Et ensuite pour plus et moins, on va également remplacer par rien du tout. Voilà. Je vais espacer les sections ici. Donc le cycle d'exploitation, le cycle d'investissement. Je vais rajouter une ligne ici. Là, on est au niveau de l'investissement. Et là, on est au niveau du financement. Je vais également rajouter une ligne, un espace, pour que ce soit mieux séparé.
Indice des variations des cours de devises. Je vais également rajouter une ligne que ce soit plus espacée. Je fais ensuite copier, coller les formats pour mes hypothèses. Donc ici, je vais mettre en pourcentage. Je vais déjà modifier le format ici. Ce qui est en pourcentage, je vais le mettre en pourcentage. Alt, L, ST, la formule. Et les postes qui sont en millions ici, je vais les mettre en format nombre. Donc je sélectionne les cellules. J'appuie sur CTRL 1 ou CTRL SHIFT F en fonction du clavier que vous avez. Et je vais mettre en format nombre avec 2 décimales. Voilà. À présent, je vais calculer les moyennes historiques et enfin faire les projections pour les années futures. Donc pareil ici, pour ce qui est en pourcentage, nous allons faire principalement en pourcentage du chiffre d'affaires, dans la plupart des cas. Dotation aux amortissements, pourcentage du chiffre d'affaires. Coût d'huile, ça sera en valeur, ça sera pas en pourcentage du chiffre d'affaires. Plus ou moins cession, ça sera en pourcentage du chiffre d'affaires. Acquisition d'immobilisation corporelle nette, pareil, en pourcentage du chiffre d'affaires. Variation nette des autres immobilisations, idem. Haut de flux liés aux opérations d'investissement, en pourcentage du chiffre d'affaires également. Dividendes, par contre, c'est en pourcentage du résultat net. Pour les dividendes versés aux minoritaires, c'est la même chose, en pourcentage du résultat net. Rachat d'actions, c'est en millions, donc en valeur, je vais entrer les valeurs directement. Variation de l'endettement, pareil. Et incidence du cours des devises, c'est également en pourcentage du chiffre d'affaires. À présent, nous allons calculer les valeurs historiques afin de pouvoir faire nos hypothèses. Donc, dotation aux amortissements, fonction du chiffre d'affaires, est égale à... Je vais dans le tableau de flux de trésorerie. Dotation aux amortissements, divisé par chiffre d'affaires. Ensuite, le goodwill, c'est en millions. Je vais récupérer la valeur qui est dans le tableau de flux de trésorerie. Dépréciation du goodwill. Plus ou moins valeur de cession. Pour le cycle d'investissement, donc j'ai acquisition d'immobilisation incorporelle et corporelle. Si je vais mettre le signe moins pour avoir des valeurs positives, divisé par chiffre d'affaires. Variation nette des autres immobilisations financières, c'est le même principe, on divise par le chiffre d'affaires. Et ici, pour aller un peu plus vite, je vais appuyer 2 fois sur la touche F4 et juste copier la formule en bas. Ensuite, dividende mis en paiement au cours de l'exercice, là c'est en fonction du résultat net, donc est égal à la valeur des dividendes divisé par le résultat net qui revient aux actionnaires de la maison mère. Dividende qui revient aux intérêts minoritaires. Donc on va prendre la valeur des dividendes versés qu'on va diviser par le résultat net. Mais ici c'est le résultat net avant l'impact des intérêts minoritaires, donc ici en ligne 84. Et donc pour les rachats d'actions et variations de l'endettement, les chiffres sont en millions. Je vais simplement récupérer les valeurs ici. CTRL B pour copier en bas. Et enfin, l'indice des variations des cours des devises. On va diviser ce poste par le chiffre d'affaires. Ensuite, je vais copier-coller tout ça vers la droite. Maintenant que nous avons déterminé les valeurs historiques, nous allons pouvoir élaborer nos hypothèses pour les dotations aux amortissements. Qu'est-ce que je peux faire? Par exemple, je vois ici 2, 4, 2, 1, 3, 5. Je vais faire 3, 5, 3, 5, 3, 6, 3, 6, 3, 7. Voilà. On va rester dans ces eaux-là. Pour le goodwill, puisqu'il y a 0 partout, on va simplement continuer avec les zéros. Plus ou moins valeur de cession. On va simplement faire une moyenne ici. Les valeurs sont tellement petites de toute façon, peu importe ce que vous faites. Ça n'aura pas vraiment d'impact sur vos résultats. Et ensuite, on répercute la moyenne sur toute la période. Je vais mettre en noir parce que ce sont des formules. Pour les acquisitions d'immobilisation incorporelle et corporelle nette, on voit qu'il y a une augmentation ici. On passe de 2,3 à 2,7 à 4. Je vais continuer l'augmentation, mais très légèrement. Par exemple, 4,2, 4,4, 4,6, 4,8, pour arriver à 5%. Voilà. On peut penser raisonnablement que l'entreprise devrait se situer à ce niveau-là en ce qui concerne ses investissements.
Pour la variation nette des autres immobilisations financières, on va simplement faire des moyennes ici. Donc là, je copie-colle la formule. Pour les autres flux liés aux opérations d'investissement, soit j'augmente progressivement, soit je fais une moyenne. À vrai dire, les valeurs sont tellement petites que, voilà, peu importe, hein, mais là, je vais faire une moyenne. On va pas passer plus de temps là-dessus, ça n'a pas d'intérêt. Ensuite, nous avons les dividendes que nous allons calculer ici en fonction du résultat net. Nous avons 11,8, 20,2, 18,7. Je pense que je vais mettre 20% sur l'ensemble de la période. C'est peut-être un peu élevé, mais je pense que c'est plus prudent de mettre une valeur comme ça. Pour les dividendes versés aux minoritaires, on voit qu'il y a une augmentation ici. Je vais continuer à augmenter progressivement. Je vais mettre 0,8, 0,8, par exemple, hein, 0,9, 0,9, et puis par exemple 1%, quelque chose comme ça. Pour les rachats d'actions, je vais mettre 0, puisqu'il y a 0 au cours des 2 dernières années. C'est une entreprise qui ne semble pas faire beaucoup de rachats d'actions. Donc là, on va juste mettre des 0. Et la variation de l'endettement, ça, on va le garder pour la fin. Pour l'instant, on va pas renseigner ces valeurs-là. Nous allons d'abord construire tout le modèle financier et on va venir compléter ici plus tard. Indice des variations de cours de devises, on va faire une moyenne. Voilà donc les hypothèses que nous avons définies. Nous allons enfin pouvoir projeter notre tableau de flux de trésorerie. C'est parti pour les projections. Pour les dotations aux amortissements, on va prendre le chiffre d'affaires multiplié par le pourcentage que nous avons défini. Pour le goodwill, on va récupérer les valeurs là-haut. Dépréciation du goodwill, plus ou moins value de cession, est égal au chiffre d'affaires multiplié par le pourcentage, plus ou moins value de cession, voilà. Pour les impôts différés et les autres éléments, on avait dit qu'on allait juste calculer des moyennes. Pareil pour les autres éléments. Ensuite, on va copier-coller les valeurs vers la droite. CTRL D. Ici, je peux copier-coller le sous-total, flux de trésorerie d'exploitation. Voilà les valeurs que ça nous donne. Pour les investissements, acquisition d'immobilisation incorporelle et corporelle. Donc ici, on va faire égal moins chiffre d'affaires multiplié par le pourcentage. Ok. Variation des autres immobilisations financières. C'est le même principe, chiffre d'affaires. Par contre là, je vais appuyer 2 fois sur la touche F4. Multiplié par le pourcentage ici. Donc je vais copier les formules. Hein. Ensuite, je peux donc calculer ici le sous-total, flux de trésorerie d'investissement. Juste copier-coller la formule vers la droite. Pour les dividendes, je vais donc prendre le résultat net multiplié par le pourcentage. Donc résultat net attribuable aux actionnaires de la société mère, multiplié par nos hypothèses ici, et multiplié par moins 1. Alors j'ai déjà mis le signe moins. Donc voilà, la valeur est bien négative. Pour les dividendes versés aux minoritaires, on va prendre le résultat net qui est en ligne 81 ici, multiplié par notre hypothèse.
Vente, rachat d'actions. On va faire un lien direct ici avec nos hypothèses. On va juste récupérer la valeur ici. Est égal à... Voilà, ok. Et pour la variation de l'endettement, je vais également récupérer la valeur. Même si nous n'avons pas encore défini les valeurs ici, mais on va déjà connecter au fait le tableau de flux avec les cellules ici. Ensuite, je copie-colle le sous-total vers la droite. Et enfin, pour l'incidence des variations des cours de devises, on va prendre le chiffre d'affaires qu'on va multiplier par le pourcentage. Et les valeurs qui sont en bas ici, nous allons simplement les copier-coller vers la droite. Pour l'instant, vous voyez ici qu'il y a un déséquilibre entre la trésorerie qui est au niveau du tableau de flux et la trésorerie qui est au bilan. Mais c'est normal parce que nous n'avons pas encore complété le bilan. Lorsque nous allons le faire, nous aurons des valeurs de 0 ici. Je vais juste copier le format de cette ligne et le coller ici. Voilà. Nous avons donc terminé avec les projections de notre tableau de flux de trésorerie. Nous allons à présent finaliser notre bilan en le connectant au tableau de flux de trésorerie. Souvenez-vous, dans la partie consacrée à la consolidation et la simplification des états financiers, nous avions déjà fait un travail important qui consistait à comparer chaque ligne du bilan au tableau de flux de trésorerie afin de voir si tous les postes du bilan avaient leur équivalent dans le tableau de flux de trésorerie. Ce travail que nous avons fait au départ va grandement nous aider à projeter assez aisément le bilan. Donc pour le goodwill, on prend la valeur de l'année précédente moins le poste équivalent dans le tableau de flux de trésorerie. Lorsqu'on est au niveau de l'actif, on va mettre le signe moins à chaque fois. Et lorsqu'on sera au niveau du passif, on mettra le signe plus. Et je répète que si vous êtes débutant en modélisation financière, je vous recommande vivement de regarder la vidéo que j'ai postée précédemment sur cette chaîne, où j'ai vraiment expliqué ce processus en détail. Donc on prend la valeur de l'année précédente moins. Ici, dans le tableau de flux de trésorerie, c'est le poste dépréciation du goodwill. Ok, je copie-colle à droite. Pour les immobilisations incorporelles et corporelles, égale valeur de l'année précédente moins les postes équivalents dans le tableau de flux de trésorerie. Donc, qu'est-ce qui fait référence aux immobilisations corporelles et incorporelles? On a les dotations aux amortissements, moins les plus ou moins values de cession, moins les acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles. Ce qu'on peut également faire ici, afin de ne pas se tromper en utilisant plus d'une fois un poste du tableau de flux de trésorerie, on va surligner en jaune les postes que nous avons déjà utilisés. Donc il y a dotation aux amortissements, dépréciation du goodwill, plus ou moins value de cession, déjà utilisé, et enfin acquisition d'immobilisation incorporelle et corporelle. Nous avons déjà utilisé ces postes-là. Ce qui veut dire que nous n'allons plus les réutiliser. Parce que si nous utilisons plus d'une fois ces postes qui sont en jaune ici, notre bilan ne sera pas équilibré. Ensuite, pour les immobilisations financières, est égal à la valeur de l'année précédente moins le poste équivalent dans le tableau de flux, qui est celui-ci, variation nette des autres immobilisations financières. Je peux copier, coller à droite le sous-total ici. Là, on a trésorerie équivalent de trésorerie. C'est une formule ici, on va simplement copier-coller à droite la formule. Ce poste fait référence à la trésorerie nette tout en bas ici dans le tableau de flux de trésorerie. Et je peux copier les deux totaux là, copier-coller à droite, CTRL D. Les capitaux propres, je vais les garder pour la fin. On va passer aux intérêts minoritaires. Donc égal valeur de l'année précédente plus, voilà, là on passe au niveau du passif, on utilise le signe plus. Donc on prend la valeur de l'année précédente plus les postes équivalents dans le tableau de flux. Donc pour les intérêts minoritaires, on a le résultat net des minoritaires plus les dividendes versés aux minoritaires. Donc je vais en surligner les postes que j'ai déjà utilisés. Dividendes versés aux minoritaires. Il y en avait un autre que j'avais pas surligné. Variation nette des autres immobilisations financières. Total dette financière. Ici, on prend la valeur de l'année précédente plus la variation de l'endettement qui est ici dans le tableau de flux de trésorerie. Et donc, je peux surligner ici. Voilà. Ensuite,
nous avons le passif d'impôt différé. Valeur précédente plus impôt différé. Je peux déjà copier-coller à droite le sous-total et venir surligner l'impôt différé ici. Ensuite, nous avons terminé, il me semble, oui. Je vais juste copier les deux sous-totaux ici. Et il nous reste donc les capitaux propres. Pour les capitaux propres, on prend la valeur de l'année précédente, plus le résultat net attribuable à la société mère, plus les autres éléments, plus les autres flux liés aux opérations d'investissement, plus les dividendes mis en paiement au cours de l'exercice, plus les rachats d'actions, et enfin, plus l'incidence des cours de devises. Ok. Et à présent, nous avons donc utilisé tous les postes du tableau de flux de trésorerie. Autre élément, tout ça je mets en jaune, on a utilisé en variation des actifs et passifs opérationnels, ça avait déjà été calculé, ils sont déjà reflétés dans le bilan. Et ensuite, tout ça, nous avons utilisé. Ce qui veut dire que normalement, sauf si j'ai oublié quelque chose, notre bilan doit être équilibré. C'est ce que nous allons vérifier à présent. Je vais copier-coller la formule qui est dans la ligne 124, équilibre du bilan, et logiquement, je dois avoir des valeurs de 0. Voilà, parfait. Nous voyons donc que notre bilan est bel et bien équilibré. Nous avons réalisé toutes nos projections. L'actif est bien égal au passif ici. Ce qui veut dire que nous avons bien respecté le processus. D'où l'importance d'avoir simplifié les états financiers au départ et surtout d'avoir comparé chaque poste du bilan avec les postes du tableau de flux de trésorerie afin de vérifier qu'il y a bien un équivalent dans le tableau de flux de trésorerie pour chaque poste du bilan. Ce qui facilite grandement les projections. Nous approchons de la fin de notre étude de cas. Ce qu'il nous reste à faire ici, déjà au niveau du compte de résultat, souvenez-vous ce que j'avais surligné en jaune ici. Il nous restait à projeter les produits financiers ainsi que le coût de la dette financière brute. Ensuite, nous allons faire des projections de dette financière afin de pouvoir répondre à la question du cas pratique. Parce que vous voyez ici également au niveau des hypothèses du tableau de flux de trésorerie que nous n'avons pas encore fait des estimations de variation de l'endettement. Donc c'est ce qu'il nous reste à faire pour terminer notre cas pratique. Voici les étapes pour projeter les dettes financières. En 1, commencez par estimer les remboursements de dettes actuelles de l'entreprise, généralement disponibles dans les notes annexes relatives aux dettes financières. En cas d'informations suffisantes, basez vos estimations sur les tendances historiques observées. Deuxièmement, on va se demander si l'entreprise dispose d'un excédent de flux de trésorerie sur la période analysée pour rembourser intégralement ses dettes financières. Et ensuite, si ce n'est pas le cas, elle devra émettre une dette supplémentaire. Donc voilà ce que nous allons faire. Nous allons déjà regarder ce que l'entreprise doit rembourser. Donc compte tenu de ses dettes financières actuelles, qu'est-ce qu'elle doit rembourser au cours des différentes années. Mais pour rembourser ses dettes financières, elle a besoin de générer un excédent de trésorerie. Nous allons donc calculer cet excédent de trésorerie, voir si cet excédent de trésorerie est suffisant pour couvrir tout le remboursement des dettes. Si ce n'est pas le cas, l'entreprise sera donc obligée de souscrire à de nouveaux emprunts. Pour terminer notre cas pratique, je vais rajouter une section ici dédiée aux dettes financières. Donc je vais rajouter plusieurs lignes et créer une nouvelle section dédiée aux dettes financières. Donc je rajoute plusieurs lignes. Je vais copier les formats que j'ai déjà créés auparavant. Donc là, je vais mettre dette financière. Donc ici, je vais mettre produit financier. Ensuite, taux d'intérêt. Ici, on va estimer le taux d'intérêt, le taux de rémunération des placements financiers. Là, coût de la dette financière brute.
Je vais également estimer le taux d'intérêt ici. Là, je vais mettre remboursement emprunt actuel. Ensuite, trésorerie avant nouveau emprunt. Je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure. Trésorerie minimale. Et enfin, emprunt supplémentaire requis. Je vais à présent formater cette section. Je vais indenter ici les taux d'intérêt, Alt L6. Et au niveau de la ligne 65, je vais juste appuyer F4 pour répéter la dernière action. Voilà. Ensuite, je vais copier les formats ici de taux d'intérêt. CTRL-C, taux d'intérêt et taux d'intérêt ici. Je vais utiliser le raccourci Alt-L-V-G-F pour copier le format. Voilà. Pour les remboursements actuels, je vais également copier les formats. Pareil, le raccourci Alt-L-V-G-F. Voilà. Donc, premièrement, ce que je vais faire, je vais projeter les produits financiers. Ici, produits financiers, c'est pour compléter le compte de résultat. Souvenez-vous les deux lignes que nous avons laissées de côté au départ, donc les produits financiers et le coût de la dette financière brute. Ce que je vais faire, je vais calculer le taux d'intérêt historique, le taux d'intérêt moyen perçu sur les placements de trésorerie. Je vais faire pareil pour la dette financière, pour le coût de la dette financière brute. Et ensuite, je vais calculer les produits financiers et le coût de la dette financière brute. Pour estimer le taux de rémunération des placements, donc on met égal ici, on va dans le compte de résultat, chercher les produits financiers qui apparaissent dans le compte de résultat. C'est ce que je fais ici. Et on va diviser par la trésorerie et équivalent de trésorerie qui est dans le bilan. Mais on va prendre la valeur de l'année précédente. Faites bien attention à prendre la valeur de l'année précédente. Si vous prenez la valeur de la même année, vous aurez une référence circulaire. Je l'ai expliqué dans le précédent tutoriel posté sur cette chaîne. Je vous recommande de prendre la valeur de l'année précédente pour ne pas avoir de référence circulaire. Donc voilà, on a 0,1% ici. Et je vais juste coller la formule à droite. CTRL D. Nous allons faire la même chose pour le coût de la dette financière brute. Donc est égal à, je mets moins, parce que la valeur est négative dans le compte de résultat, donc je mets le signe moins pour avoir des valeurs positives. Moins la valeur du coût de la dette financière brute, ici dans le compte de résultat, qu'on va diviser par le total dette financière de l'année précédente. Ici également, on prend l'année précédente parce que sinon vous aurez des références circulaires. J'ai pas envie d'avoir de références circulaires dans ce modèle. Je vais prendre les valeurs de l'année précédente. Donc je viens ici au niveau du bilan, je prends le total dette financière de l'année précédente. Donc je divise les frais financiers qui sont dans le compte de résultat par le total dette financière mais de l'année précédente. Et ensuite je colle à droite. Voilà. Nous avons les estimations des taux d'intérêt. Ce que nous pouvons maintenant faire, c'est de calculer les valeurs ici. Donc d'abord faire des estimations de taux d'intérêt pour les années futures et ensuite calculer les produits financiers et calculer le coût de la dette financière brute. Une fois que nous aurons calculé ces deux éléments-là, nous pourrons compléter ici notre compte de résultat. Pour le taux d'intérêt des produits financiers, on voit que l'année 2023, la valeur était de 0,1% et ensuite en 2024 de 1,3%. Ces pourcentages sont très petits, ces valeurs sont très petites. Ce que je peux faire, c'est mettre une petite valeur maximum 1%, peut-être 0,7, 0,8. Bon, je vais mettre simplement 1%. Les valeurs seront tellement petites, ça n'aura pas tellement d'impact sur nos résultats. Donc je vais mettre 1% pour toutes les années.
Et pour le coût de la dette financière brute ici, ce que je vais faire, je sais que je vais augmenter légèrement le taux d'intérêt, légèrement au fil du temps. Là, je peux mettre 3,5, ensuite 3,7, donc 4%, 4,3%, et enfin 4,5%. On peut raisonnablement penser que le taux d'intérêt de l'entreprise pourra se situer dans ces eaux-là. Ce que vous pouvez également faire, c'est d'aller dans les états financiers de l'entreprise et faire une recherche de taux d'intérêt. Ici, je suis dans le rapport de Laurent Perrier. Je vais faire une recherche de taux d'intérêt. CTRL F et on va simplement taper taux d'int. Pas besoin d'écrire tout le mot. Taux d'intérêt, voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Taux d'intérêt. C'est rien. On continue, on cherche taux d'intérêt. Voilà. Ici, j'ai quelque chose. Ici, on nous dit en page 131, le taux d'intérêt effectif moyen du groupe est d'environ 3,5% au 31 mars 2024. 3,5% au 31 mars. Mais pour être plus prudent, et voilà, c'est ce que j'ai mis ici. Pour la première année prévisionnelle, j'ai mis 3,5%. Ensuite, je l'ai augmenté progressivement. Voilà, par mesure de précaution. On va estimer que le taux d'intérêt de l'entreprise va augmenter de 3,5% à 4,5% au cours de la dernière année. À présent, je peux calculer les produits financiers et le coût de la dette financière brute. Donc pour les produits financiers, on va prendre le taux d'intérêt, on va multiplier par la trésorerie et équivalent de trésorerie de l'année précédente. On va dans le bilan ici, trésorerie et équivalent de trésorerie. Voilà. Ensuite, on copie-colle jusqu'à la fin. CTRL D. Je vais rajouter 2 décimales. Je vais utiliser le raccourci Alt L 0 2 fois. Donc Alt L 0. J'ai rajouté une décimale. Je vais refaire la même chose. Alt L 0. Voilà. Pour le coût de la dette financière brute, on va prendre le taux d'intérêt et qu'on va multiplier par le total dette financière de l'année précédente. Donc je viens au niveau du bilan ici, au niveau du passif non courant. Voilà, j'ai ici total dette financière. Et pareil, je colle à droite. CTRL D. Et pour ajouter 2 décimales, Alt L 0, Alt L 0. Voilà, j'ai calculé donc les produits financiers et le coût de la dette financière brute. On peut déjà compléter notre compte de résultat. Ici, on va simplement faire référence à ce que nous venons de calculer. Donc pour les produits financiers, on va mettre est égal à la valeur des produits financiers ici en ligne 61. Et pour la dette financière, pour le coût de la dette financière, on va faire la même chose mais avec un signe négatif. Donc est égal à moins la valeur que nous avons calculée là-haut en ligne 64. Et on va coller à droite. CTRL D. À présent, notre compte de résultat est complet. Je vais retirer le remplissage jaune ici. À présent, nous allons définir des hypothèses relatives au remboursement à effectuer sur les emprunts actuels. Ce n'est pas une tâche aisée à faire, car cette information est rarement disponible dans les états financiers de l'entreprise. Ce que vous pouvez faire, c'est déjà aller dans les états financiers de l'entreprise et faire une recherche sur les remboursements par exemple. Donc ici, je suis dans les états financiers de Laurent Perrier. Je vais faire une recherche, donc CTRL F, et je vais taper remboursement. Donc j'ai plusieurs résultats. On va aller rapidement, on va chercher des chiffres. S'il y a des chiffres quelque part, remboursement, ici il n'y a rien. Je continue. Je fais des recherches rapidement, je veux juste avoir des chiffres au fait. Quelque part où il y a des chiffres là et que des phrases, ça veut dire qu'il n'y a pas les informations que je cherche. Ici j'ai remboursement d'emprunt, mais c'est le tableau de flux de trésorerie, c'est pas ce que je cherche. Non. Ce que je cherche ici, ce sont les échéances de remboursement, si jamais c'est fourni par l'entreprise. Des fois, l'entreprise fournit ce type d'informations. Par exemple, l'entreprise peut dire qu'en 2025, c'est ce que nous devons rembourser, 2026, c'est ce que nous devons rembourser, etc. C'est ce type d'information que je cherche ici. Ici, j'ai quelque chose qui pouvait être intéressant, mais c'est pas détaillé année par année. Vous voyez qu'on a le total dette financière ici. On nous dit valeur moins d'1 an et ensuite à plus d'1 an.
mais c'est pas détaillé par année, donc c'est pas ce que je vais regarder ici. Donc j'ai pas l'information que je cherchais. Ce que je peux faire, c'est plutôt taper échéance aussi. Peut-être que je vais trouver quelque chose avec le mot échéance. Échéance, le groupe n'a pas eu d'échéance. Échéance obligatoire. Ah, ici j'ai quelque chose par contre. Ici j'ai quelque chose. On nous dit ici les prochaines échéances d'emprunt obligataires sont au 21 avril 2024 pour 55 millions d'euros et au 21 avril 2025 pour 30 millions d'euros. Ça c'est quelque chose d'intéressant ici que je peux déjà utiliser pour les 2 premiers exercices prévisionnels. Donc j'ai 55 millions d'euros et 30 millions d'euros. Donc ici dans notre modèle, on va mettre moins 55 et là moins 30. Je n'ai pas les valeurs des 3 dernières années, mais je peux simplement faire des hypothèses. On va continuer comme ça, moins 30. Par exemple, ici on peut mettre moins 25. Il est également moins 25. Voilà. Je vais faire des estimations comme ça. Il faut juste veiller à ce que la somme des remboursements ici, vous voyez, la somme ici est égale à 165 millions. Veillez jusqu'à ce que cette somme ne soit pas supérieure à la valeur des dettes financières au bilan. Là, j'ai un total de 165 millions et mes dettes financières dans le bilan sont de 238 millions. Donc, ça va. Ce qu'il faut pas avoir, c'est un total de remboursement supérieur au montant des dettes, ce qui n'aurait aucun sens. Donc, je pense qu'on peut rester à ces niveaux-là pour nos estimations. Ces 2 valeurs, les 2 premières valeurs, donc 55 millions et 30 millions, nous ont été fournis dans le rapport annuel. Ensuite, pour les 3 dernières années, j'ai simplement fait des estimations comme ça. Mais c'est le maximum qu'on puisse faire. C'est vraiment des hypothèses. On peut les augmenter pour être plus prudent encore. On pouvait rester peut-être à 30 millions, 30 millions, 30 millions. Je ne sais pas, mais bon. Mais de façon générale, plus les années passent, plus les remboursements diminuent. Donc 55, on nous dit ici que c'est 30. Là, par mesure de précaution, je suis resté à 30. Ensuite, j'ai descendu légèrement et je suis resté à 25 également. Je pense qu'on peut rester comme ça pour nos hypothèses ici. À présent, ce que nous allons faire, c'est calculer la trésorerie avant nouveaux emprunts. Comme je vous l'ai dit en introduction de cette dernière partie, le but ici, c'est de déjà calculer l'excédent de trésorerie généré par l'entreprise chaque année. Parce que pour rembourser ses dettes financières, l'entreprise doit générer un excédent de trésorerie. Pour calculer cet excédent de trésorerie, la formule est la suivante. On va mettre est égal à. On va au niveau du tableau de flux de trésorerie. On va commencer par là. Vous voyez ici, trésorerie nette en début de période. On commence par la trésorerie en début de période. Plus tout ce que l'entreprise va générer et dépenser. Donc, on prend le total flux de trésorerie d'exploitation, plus le total flux de trésorerie d'investissement, plus toute la section ici au niveau du financement, à l'exception des postes qui concernent les dettes. Donc, à l'exception du poste variation de l'endettement. Donc, on va tout prendre au niveau du financement ici, sauf la variation de l'endettement. Donc, je vais faire somme de tout ça, sauf la variation de l'endettement. Et plus, il reste quelque chose que j'ai failli oublier ici, l'indice des variations des cours de devises ici. Voilà. C'est ce qu'on va faire déjà. Première étape, on prend la trésorerie nette en début de période, on additionne avec le flux de trésorerie d'exploitation, le flux de trésorerie d'investissement et le flux de trésorerie de financement à l'exception de la variation de l'endettement. Parce que ici, c'est ce que nous essayons de calculer. Donc, on ne va pas prendre la variation de l'endettement. Et ensuite, on rajoute l'indice des variations des cours de devises. OK? Et on va faire plus, en haut ici dans nos hypothèses, les remboursements des emprunts. Puisqu'ici, les montants sont négatifs, en fait, on est en train de soustraire le remboursement des emprunts. La première étape que nous avons entreprise, c'est de calculer l'excédent de trésorerie et ensuite on va déduire les montants des remboursements actuels. C'est pour ça que je mets plus les valeurs des remboursements ici, qui sont négatifs. Donc en fait, on les déduit de ce total-là. Voilà les résultats. Je vais copier-coller à droite. CTRL D. Ce que ça veut dire, c'est que en prenant en compte les remboursements actuels, l'entreprise va tout de même générer un excédent de trésorerie. Ok? Parce qu'on voit qu'on a que des valeurs positives ici. Mais souvenez-vous dans nos hypothèses générales que nous avons une trésorerie minimale en pourcentage du CA qui est de 15%. Ce qui veut dire que l'entreprise doit maintenir au minimum
en trésorerie 15% de son chiffre d'affaires. Nous devons donc calculer ici la trésorerie minimale. Donc, est égal à, nous allons prendre le pourcentage ici, 15%. Je vais appuyer sur la touche F4 pour toujours faire référence à cette cellule lorsque je vais copier-coller à droite. Donc, on prend la trésorerie minimale en pourcentage qu'on multiplie par le chiffre d'affaires, ici, et je copie-colle à droite. Nous voyons certes que l'entreprise a une trésorerie excédentaire après avoir remboursé les emprunts actuels, dont les valeurs sont présentées ici, en ligne 69. Cependant, nous avons une contrainte de trésorerie à respecter. Compte tenu de sa politique financière, l'entreprise doit maintenir une trésorerie minimale de 15% du chiffre d'affaires. Lorsque nous calculons cette trésorerie minimale, nous avons ces valeurs-là qui varient de 45 millions à, on va dire, 47 millions. On voit, par exemple, au cours de la première année, que la trésorerie excédentaire ici est inférieure à la trésorerie minimale. Ce qui veut dire que l'entreprise doit souscrire à de nouveaux emprunts afin de pouvoir respecter cette contrainte de trésorerie minimale ici. Voilà pourquoi ici en ligne 71, nous avons rajouté une ligne emprunt supplémentaire requis. C'est ici que nous allons calculer au fait les montants des emprunts supplémentaires qui sont requis afin de respecter également cette contrainte de trésorerie. La formule est la suivante, est égale à max. On va utiliser la fonction max 0 et on va prendre la valeur de trésorerie minimale moins la valeur de la trésorerie avant nouveaux emprunts. Voici les résultats que nous avons. On voit ici que l'entreprise doit, en 2025, émettre un nouvel emprunt de l'ordre de 33,5 millions afin de respecter cette contrainte de trésorerie minimale parce que la trésorerie excédentaire n'est que de 12 millions et que pour les autres années, qu'il n'y a pas de nouveaux emprunts requis parce que la trésorerie excédentaire est supérieure à la trésorerie minimale. Donc l'entreprise n'aura probablement pas besoin d'émettre de nouveaux emprunts compte tenu de nos hypothèses. En fait ici, avec la fonction max, ce qu'on veut c'est afficher une valeur de 0 quand le résultat de la soustraction est négatif. Parce que si le résultat de la soustraction est négatif, ça veut dire que la trésorerie avant nouveau emprunt est supérieure à la trésorerie minimale. Donc ici, il n'y aurait pas d'emprunt supplémentaire requis. Si la trésorerie avant nouveau emprunt est supérieure à la trésorerie minimale, l'entreprise n'aurait pas de problème. C'est pourquoi, dans la fonction, on demande d'afficher 0 dans ces cas-là. Mais dans le cas contraire, si la trésorerie minimale est supérieure à la trésorerie avant nouveau emprunt, on va demander à notre modèle d'emprunter la différence. Ce qu'il a fait ici en année 2025. Puisque 45,90 millions est supérieur à 12,34 millions, on fait la différence entre les deux et on demande d'emprunter cette valeur-là. A contrario, si on avait eu 45 millions en haut et les 12 millions en bas, nous aurions eu moins 33 millions ici, ok? Mais plutôt que d'avoir la valeur négative moins 33 millions, on demande à Excel d'afficher 0. D'où l'intérêt de mettre max 0 et la différence entre les deux ici. En fait, ici, nous avons déjà répondu à la question posée dans l'étude de cas, parce que souvenez-vous, la question était la suivante. Je vais ouvrir la présentation de l'étude de cas. Au regard des résultats obtenus, Laurent Perrier sera-t-il en mesure de rembourser ses dettes financières au cours des 5 prochains exercices en s'appuyant sur les flux de trésorerie disponibles? C'est ça la question qu'on se pose. Est-ce que Laurent Perrier pourra rembourser toutes ses dettes en s'appuyant uniquement sur ces flux de trésorerie disponibles, donc sans émettre de nouveaux emprunts? Dans le modèle, ce que nous avons fait, c'est que nous avons calculé l'excédent de trésorerie avant remboursement d'emprunt. Ensuite, nous avons déduit ici les remboursements à effectuer. C'est ce que nous avons fait dans cette ligne-là. Mais nous avons vu que nous avons une contrainte de trésorerie minimale à respecter, dont les valeurs sont présentées ici. Compte tenu de ces valeurs, nous avons déterminé les valeurs de l'emprunt supplémentaire requis. Et nous avons vu qu'il serait fort probable qu'en année 2025, que l'entreprise ait besoin d'émettre un nouvel emprunt de l'ordre de 34 millions. Donc 33,56 millions. Ce qui veut dire, pour répondre à l'étude de cas, qu'il est fort probable que l'entreprise ne soit pas en mesure de rembourser tous ses emprunts ici seulement sur la base de ses flux de trésorerie, parce qu'elle a cette contrainte-là de trésorerie minimale à respecter. Donc c'est la réponse à l'étude de cas.
Dernière chose qui nous reste à faire, c'est, vous voyez ici la ligne 55, c'est la variation de l'endettement. Nous devons calculer ici la variation de l'endettement qui sera ensuite impactée dans le tableau de flux de trésorerie. Pour calculer la variation de l'endettement, c'est simple. Nous allons juste faire est égal à les remboursements sur les emprunts actuels, donc en ligne 67 ici, plus les nouveaux emprunts requis en ligne 71. Donc c'est la somme de ces deux valeurs-là, de ces deux lignes. Et on colle à droite. Une fois que nous avons calculé cette variation, ces valeurs sont à présent impactées dans le tableau de flux de trésorerie. Parce que nous avions déjà connecté le poste en ligne 66 ici, le poste variation de l'endettement avait déjà été connecté aux hypothèses et vous voyez ici que les valeurs sont déjà impactées et que notre modèle est terminé. Maintenant que la construction du modèle est finalisée, ce qui reste à faire, c'est de regarder quelques ratios afin d'analyser leur pertinence et peut-être aller modifier certaines hypothèses. Donc une fois que vous construisez le modèle comme ça, si vous avez encore du temps disponible, parce qu'il y avait une contrainte de temps d'1 heure 45 minutes, vous pouvez venir ici, regarder par exemple la croissance du chiffre d'affaires et analyser les résultats. Vous voyez ici variation du chiffre d'affaires en ligne 81. Regardez les variations des années historiques 0,7%, 1,5% et ensuite voici les estimations que nous avons faites. À première vue comme ça, je pense qu'elles sont réalistes. Si vous voulez, vous pouvez modifier, mais si je modifie, ce serait pour être encore plus prudent. Hein. Ce serait peut-être pour augmenter la variation négative ici, peut-être à moins 5%, quelque chose comme ça. Donc pour ce faire, si je veux modifier ici, par exemple, passer de moins 2% à une valeur encore plus négative, je peux venir ici dans la section compte de résultats au niveau des indicateurs des états financiers, dans la section compte de résultats, modifier l'un des facteurs ici. Soit vous pouvez modifier les parts de marché, donc réduire davantage le montant des parts de marché. Moi, je pense que autour de 3%, c'est assez réaliste pour Laurent Perrier. Pour une entreprise de cette taille-là, je pense pas que les parts de marché de Laurent Perrier pourraient descendre en deçà de 3%. J'en doute fortement. Ensuite, vous pouvez modifier également les prix unitaires. Par exemple, réduire les montants ici. Je pourrais par exemple mettre, plutôt que de mettre 31, par exemple 30,5, 31,5, 32, 33, 33,5, par exemple, quelque chose comme ça. Et regardez ensuite l'impact au niveau de la croissance du chiffre d'affaires. Vous voyez que tout à l'heure, on était à moins 2,5%, donc moins 2,1%, et là, on est désormais à moins 3,6%. Et je pense que le facteur qu'il faudrait plutôt modifier, c'est la taille du marché. Vous voyez que en 2024, la diminution ici des ventes au niveau du marché était de moins 8,1%. Je pense que le moins 3% est peut-être sous-évalué et qu'il faudrait peut-être mettre une valeur plus élevée ici. Plutôt que de modifier les prix. À mon avis, les prix étaient pertinents. Donc je vais garder les mêmes valeurs que j'avais tout à l'heure au niveau des prix et plutôt modifier les valeurs de taille de marché ici. Par exemple, plutôt que de moins 3%, je peux mettre, je ne sais pas, moins 5%, quelque chose comme ça. Tiens, même moins 6%. Et peut-être diminuer un peu ici, plutôt que de plus 2,5%, je vais mettre 2%. Et ensuite, je vais réduire progressivement 1,5%. Et là, je vais mettre 1%. Là, on regarde l'impact au niveau de la croissance du chiffre d'affaires dans le compte de résultats. On voit à présent que la baisse du chiffre d'affaires est de 5% en 2025 au lieu de 2,1% précédemment. Ensuite, vous pouvez venir ici au niveau de la marge opérationnelle et regarder comment évolue la marge opérationnelle. On voit au niveau de la période historique que la marge opérationnelle est en train d'augmenter jusqu'à atteindre 30,4%. Et nous, dans nos projections, nous commençons à 30% et nous descendons progressivement à 28%. Je pense que c'est assez prudent de procéder de cette façon. Et pour la marge nette, on fait la même chose. On voit que la marge nette est en train d'augmenter régulièrement. Elle passe de 16,4% jusqu'à monter à 20,3%. Et nous, dans nos projections, on commence à 19,9% pour descendre à 19,1%.
Autre chose que nous pouvons également regarder, un autre ratio, c'est les flux de trésorerie d'exploitation rapportés au chiffre d'affaires. Donc je veux calculer ça ici, flux de trésorerie d'exploitation divisé par le chiffre d'affaires, et voir comment ce ratio évolue. CTRL D, et pour mettre un pourcentage, Alt L, ST, le raccourci. Et vous avez les valeurs historiques ici, donc 24%, 21%, 3,7%, et les valeurs prévisionnelles, donc 19%, 15%, 18%, 14% et 9%. Je pense que c'est assez cohérent. Ce qu'il faut éviter d'avoir, pour un scénario de base, à vrai dire, ce sont des valeurs vraiment trop optimistes ou trop pessimistes. Par exemple, ici, on était autour de 20%. On veut pas avoir plus 50% ici, ou plus 60%, ou plus 30%, voilà. Essayez d'avoir des valeurs assez modérées. Pareil ici au niveau du compte de résultat. Au niveau de la marge opérationnelle, on voit qu'on a une valeur de 30. Évitez d'avoir des valeurs de 35, 35, 36, voilà. Partez plutôt de la valeur historique et diminuez-la progressivement. C'est plus prudent de procéder de cette façon-là. Voilà, nous sommes à présent arrivés à la fin de ce tutoriel. J'espère que vous l'avez trouvé instructif. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner également, à liker, à partager les vidéos. Ça va grandement m'aider pour le référencement de la chaîne. Je vous remercie et à très bientôt pour une prochaine vidéo.